Bonsoir Woodstock. Merci d'être là. Je sens que je vais avoir un torticolis à la fin de la soirée, mais merci beaucoup d'être là. Alors, j'ai à peu près 1h45 devant moi pour vous expliquer des choses qu'une semaine ne suffirait pas à expliquer. Et donc, ceux qui ont déjà vu des conférences de moi, ça va être de la redite au début, en tout cas, beaucoup. Pour les autres, accrochez-vous, parce que forcément, je vais devoir aller vite. Je vais essayer d'être clair. À la fin, s'il y a des questions, bien évidemment, on se donne à peu près 3/4 d'heure d'échange, une demi-heure, 3/4 d'heure. Maintenant, faut être clair aussi sur le fait que d'une part, les sujets que je vais aborder sont complexes et qu'on ne pourra que les survoler. Je vais essayer d'aller droit à l'essentiel. Que d'autre part, je vous préviens tout de suite, si jamais c'était pas clair dans votre tête, il y a un mauvais moment à passer. Donc la première heure et même un peu plus, ça va être quand même difficile psychologiquement, surtout pour ceux qui sont pas complètement préparés. Avant, dans un second temps, de se poser la question, maintenant on fait quoi ? Mais avant de se poser cette question, il faut vraiment avoir compris. Et c'est la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on n'a pas encore compris. C'est que, selon moi, évidemment, vous pouvez ne pas être d'accord, mais je vais essayer de vous expliquer, peut-être de vous convaincre qu'on n'a pas encore compris. C'est-à-dire qu'on a compris qu'il y avait des problèmes, on a compris qu'il y avait des problèmes graves et des enjeux importants. Ça, d'accord, ça on commence quand même à le piger. Mais la nature même de ces problèmes, comment on peut derrière déployer certaines réponses collectives, cohérentes, on n'y est pas. On n'y est pas. Pour moi, l'ensemble des choses il y a quelques exceptions, mais la quasi-totalité des choses qui vous sont proposées sont des choses qui s'attaquent à la cerise et pas au gâteau. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler du gâteau. On va parler du gros morceau dont personne pour l'instant ne parle quasiment, et qui malheureusement, selon moi, est problématique. Enfin, le fait de ne pas en parler est problématique. Bon, donc, alors, si je vous suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pas juste pour vous expliquer des choses. C'est pas juste pour vous mettre à jour peut-être sur certaines données ou pour vous faire passer des idées même. C'est important tout ça. Mais c'est surtout pour ça. Voilà. Parce que là, il faut y aller là. Là, il faut arrêter de tourner autour du pot et puis il faut augmenter considérablement notre niveau de mobilisation. Mais c'est pas que le degré, c'est pas que on fait globalement ce qu'il faut, mais il faut accélérer, il faut faire plus. Non, c'est même pas ça. C'est aussi qu'il va falloir faire des choses radicalement différentes par rapport à ce à quoi on s'est préparé. Donc il va falloir non seulement changer de logiciel, mais en plus, il va falloir, effectivement, hausser considérablement et rapidement la radicalité de notre mobilisation. Radicalité, c'est pas un vilain mot, ça veut pas dire extrémisme, ça veut juste dire rehausser notre niveau de mobilisation pour qu'il corresponde aux enjeux, qu'il soit à la hauteur des enjeux. Et les enjeux sont radicaux. Voilà, les enjeux, eux, ils sont radicaux. Bon, alors, 2 parties de ma présentation. La première partie, mauvais moment à passer, c'est pour comprendre. Puis dans la deuxième partie, on essaiera ensuite de voir comment on peut agir. Ok ? Ça va ? Allez, c'est parti. Ah oui. Oui, parce qu'il y a une captation vidéo et avec les micros, bref, mode avion. Allez, nous vivons dans un monde qui est plein de limites. Il y en a partout des limites. Des limites géométriques déjà, de distance. La planète a un rayon et un diamètre donné. Nous vivons dans un monde qui a des limites physiques. Il y a un certain nombre de lois de la physique qui s'appliquent, et puis au-delà de ça, on ne peut pas trop y aller. On a un monde qui a des limites dans la quantité, notamment, de ressources dont on dispose. Il y en a certaines qui sont données une fois pour toutes, d'autres qui se renouvellent, mais le taux de renouvellement est limité. On a un monde qui a une capacité de régénération quand on lui fait du mal, mais cette capacité de régénération est elle-même limitée, etc. Il y a des limites, il y en a partout de différentes natures. Et alors, la première problématique, si vous voulez. Alors, dans ce qui vient venir, là, je vais vous citer quelques études, et vous allez voir. Déjà, petit 1, je ne vous donnerai pas mon avis personnel, parce qu'on s'en fiche. Je vous fais simplement une synthèse de l'état des lieux, selon moi, et je vais aller piocher dans différents registres, dans différents champs disciplinaires,
Par contre, méfiez-vous de quelqu'un qui vous soutient que son propos est prouvé, est carré, et peut-être même scientifique, sous prétexte qu'il va utiliser quelques études scientifiques pour étayer son propos. D'accord ? Ça, c'est la méthode, c'est le choix déjà des études, et c'est comment on les relie qui fait la démarche scientifique. Aujourd'hui, on peut aller piocher des études qui racontent tout et n'importe quoi. On peut étayer à peu près n'importe quel propos idéologique en allant chercher dans la littérature scientifique. Donc, bon. Attention, c'est pas juste parce que je vous dis que je suis allé chercher dans des études scientifiques que ça veut dire que c'est sérieux. Non, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que je vais donc emprunter certaines études à certains champs disciplinaires et que dans chacun de ces champs, je suis allé chercher parmi les études qui font vraiment référence, quoi. Voilà. Je ne suis pas allé chercher une étude un petit peu obscure parce que ça m'arrangerait. Ah, donc les références seront là, vous pourrez les vérifier et vous verrez que ce que j'ai choisi de prendre, c'est du solide. C'est pas le pire, je vous épargne le pire, mais il n'y a pas de nécessité d'aller beaucoup plus loin dans ce que je vais raconter pour comprendre que déjà il est temps de se mobiliser. Alors donc des limites. Des limites, et qu'est-ce que nous disent les experts de la science du système Terre ? Ils nous disent qu'on est en train de les dépasser massivement, ces limites. Il y a donc une équipe internationale qui s'est réunie en 2009, je crois, c'est ça ? Et ça a été remis à jour depuis régulièrement. La dernière mise à jour de cette étude qui s'appelle Les limites planétaires, c'est en avril 2022, pardon. Cette équipe multidisciplinaire et surtout internationale, cette équipe a essayé d'étudier quelles étaient les conditions de maintien de l'habitabilité de la planète Terre. Déjà, vous voyez de quoi on parle. On parle du fait d'avoir une planète Terre qui peut accueillir des formes de vie. Fun fact, nous sommes une forme de vie. Donc, ça nous concerne directement. Et ils ont conclu qu'il y avait 9 limites à ne pas dépasser. Et ensuite, ils sont allés chercher dans la littérature scientifique, il y a eu d'autres études pour essayer d'évaluer où on en était de chacune de ces limites. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que sur les 9 limites, là vous les avez, certaines sont coupées en deux, il y a des sous-limites. Ici, c'est coupé en deux, là aussi, là aussi. Mais globalement, il y a 9 grandes limites. Et ce qu'on peut dire donc aujourd'hui, c'est qu'on en a dépassé déjà au moins 6. Alors, quand vous êtes dans le vert, vous comprenez peut-être intuitivement que ça va, et que si vous allez dans l'orange, ça commence à être hors de la zone de stabilité. Ici, vous avez le changement climatique. Donc oui, on le sait, il y a un petit problème de climat. Et vous voyez, effectivement, le système est déréglé. Mais du point de vue de la science du système Terre, ce dérèglement-là n'est qu'un des multiples dérèglements et pas forcément même le plus extrême des différents dérèglements qu'on observe. Ici, par exemple, c'est la chute de la biodiversité. Ici, là, c'est le changement d'affectation des sols, c'est l'état des sols, c'est la dégradation des sols. Ici, là, ce sont ce qu'ils appellent les nouvelles entités, ou les entités nouvelles. Globalement, ça veut dire ce que l'homme met dans la nature qui n'a pas à y être. Les pollutions. Ici, on a les cycles biogéochimiques. Alors, ils ont fait un zoom sur le cycle du phosphore et de l'azote qui sont particulièrement importants. Ce sont des nutriments essentiels et qui sont particulièrement dégradés. Et ici, une des deux sous-limites du cycle de l'eau. On est proche de la limite pour l'acidification des océans et cette limite-là qui concerne les aérosols dans l'atmosphère, on ne sait pas si on l'a dépassée ou pas. On ne s'est pas encore mis d'accord sur une méthode de quantification qui fasse consensus. Donc, nous avons aujourd'hui 9 limites à pas dépasser. Ah, c'est dommage, on en a dépassé au moins 6. Peut-être 7. Voilà. Peut-être bientôt une autre ici. Seconde étude que je vous cite, celle-ci. La grande accélération, 2015. The Great Acceleration. Encore une équipe nationale d'experts de la science du système Terre qui a étudié pas mal d'activités humaines sur Terre et qui en a conclu la chose suivante. C'est que depuis après 1950, le trait vertical que vous voyez là, c'est 1950. Donc pendant les 30 glorieuses, on va dire, il y a eu une accélération absolument phénoménale des activités humaines, des impacts que ça a sur la nature, ça c'est la partie à droite, des flux d'énergie et de matière qui sont liés à ces activités. Donc là, par exemple, on a la population urbaine. Ici, on a l'usage de l'énergie, l'usage des engrais, l'usage du papier, la production de papier, l'usage de l'eau, etc. Et donc à droite, en vert, là, vert bleu, vous avez l'impact que ça a sur la nature. Pardon, je veux pas. Sur la nature. Et donc là, par exemple, ici, nous avons les concentrations atmosphériques en gaz à effet de serre. Ici, on a la température de surface, l'acidification des océans, l'accumulation d'azote dans les zones côtières, la perte de forêt tropicale, etc. Voilà. Donc, il y a des limites, parce que les activités humaines sur Terre font boum, et les impacts que ça a sur le monde naturel, boum également. Enfin, avant de continuer ensuite et de vous laisser tranquille un peu de quelques minutes avec les études, une autre étude que vous avez peut-être déjà croisée, enfin, dont vous avez peut-être déjà croisé le nom, peut-être certains d'entre vous l'ont lu. En fait, le 50e anniversaire de cette étude cette année, c'est les Limits to Growth. Halte à la croissance,
ensuite mieux traduit par la suite par les limites à la croissance. Voilà, l'édition originale, 1972, ça c'est la remise à jour début des années 2000. Et je ne vais pas vous faire tout un cours sur les limits to growth, bien que ça mériterait. Il y a de quoi y passer au moins 1 heure, c'est passionnant. Pour autant, que dire de ça? Ce sont des dynamiciens des systèmes qui ont essayé de modéliser l'ensemble du système Terre avec l'humanité dessus. Donc c'est quelque chose qui est absolument immodélisable, hein, faut être clair. Donc du coup, forcément, leur étude est extrêmement simple, simpliste, devrait-on dire. Il y a juste un choix d'un certain nombre très limité de paramètres. Pourquoi je vous parle de cette étude qui a maintenant 50 ans? C'est parce que justement, elle a 50 ans et qu'aujourd'hui, avec le recul, on voit que le monde a suivi une trajectoire qui est extrêmement proche de 2 de leurs scénarios. Parce qu'il y a au total, ils ont évalué 13 scénarios. Mais globalement, leur modèle tient toujours la route 50 ans plus tard. Parce qu'ils ont fait un choix de paramètres extrêmement élégant, j'ai envie de dire, et une paramétrisation de ces paramètres, un paramétrage de ces paramètres, de ces variables, on va dire plutôt, qui est particulièrement fine et qui fait que ça tient la route, leur histoire. Bon, alors ça tient la route, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas des gens qui ont essayé de voir le futur, ça n'existe pas, ce n'est pas des prévisions. Pour autant, ils se sont projetés dans l'avenir en disant, bon ben écoutez, si on fait tel ou tel changement dans la façon dont les sociétés fonctionnent, qu'est-ce que ça donne? Comment ça fait varier les paramètres en sortie du système et comment on peut se projeter sur tout le 21e siècle pour voir les impacts potentiels que ça peut avoir. Alors par exemple, voilà, et si nous avions moins de ressources, c'est ce que ça donnerait. Et si nous avions plus de ressources, qu'est-ce que ça donnerait? Et si on recycle rien, ça donne quoi? Et si on recycle tout, ça donne quoi? Et si on croît, si on fait croître les flux d'énergie et de matière, ça donne quoi? Si on les fait décroître, etc., etc. Donc on fait varier des paramètres en entrée, on voit ce que ça donne en sortie. Ça prouve rien, mais ça montre qu'il y a certaines sensibilités du système qui sont intéressantes et peut-être à prendre en considération justement quand tu as un modèle qui au bout de 50 ans tient toujours la route. Sachant qu'un modèle économique qui tient la route 3 ans, ça vaut un prix Nobel. Donc, enfin, ce qu'on appelle prix Nobel. Qui sait ici qu'il n'y a pas de prix Nobel d'économie? Il y en a quand même certains, oui. Ouais, le prix Nobel en économie, ça n'existe pas, d'accord? C'est le prix de la Banque de Suède en hommage à Alfred Nobel, communément appelé prix Nobel d'économie. C'est de l'esbrouf, il faut dire les choses. Parmi les multiples leçons de Limits to Growth, il y a celle-ci. Et je fais un point là-dessus parce que c'est particulièrement important. Que se passe-t-il si on a un système qui est fini? Or, je suis en train de vous dire que c'est le cas puisqu'il y a des limites à ne pas dépasser sur Terre. Et que se passe-t-il si la pression qu'on exerce sur ce système augmente? Je viens de vous dire que c'est le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a différentes manières possibles pour ce système d'évoluer. Alors là, en l'occurrence, on va se concentrer sur le système Terre. Si c'est pas encore clair ce que c'est, je vais vous expliquer mieux après, mais globalement, c'est la zone dans laquelle on vit sur Terre. Le système Terre. Et l'empreinte écologique, la courbe en trait-plein, l'empreinte écologique, c'est, je schématise, la pression que les activités humaines exercent sur la planète, et la biocapacité, le trait en pointillé, je schématise aussi, c'est la capacité du système à encaisser ce qu'on lui inflige. Voilà, alors que se passe-t-il? Alors, cas numéro 1, en haut à gauche, on peut repousser la biocapacité. Et si on la repousse indéfiniment, à la rigueur, l'empreinte écologique peut aussi augmenter indéfiniment, tant qu'elle reste en dessous, ma foi, pourquoi pas. Sauf que ça, c'est une abstraction mathématique pure. Voilà, ça c'est en dynamique des systèmes, quand on fait des équations, là, c'est sur le papier. Mais dans le monde, je vous l'ai dit, il y a des limites, et notamment, il y a une limite à la capacité qu'on a à repousser la limite. Donc la limite, le trait pointillé, si vous voulez, on peut la repousser, la faire évoluer vers le haut, mais jusqu'à un certain point seulement. Donc ça, bon, c'est une possibilité abstraite. Là, on est plus dans ce cas-là, finalement, où, d'accord, on peut repousser un petit peu la limite, mais bon, elle tend quelque part vers une valeur qu'on ne pourra pas facilement dépasser. Et en dessous, on pourrait imaginer que l'empreinte écologique croisse et continue de croître, mais une croissance de plus en plus faible. Tant que ça reste en dessous de la courbe en pointillé, ma foi, pourquoi pas. Donc ça aurait été une façon de faire évoluer le système dans le temps pour qu'il soit stable. Voilà. Quand je dis qu'il soit stable, ça veut dire qu'il ne se casse pas la gueule, qu'il ne s'effondre pas, qu'il ne s'effrite pas, qu'il ne se délite pas. Mais si l'empreinte écologique passe au-dessus de la biodiversité, la biocapacité, que se passe-t-il? Si on inflige au système plus que ce qu'il ne peut encaisser. Par exemple, en amont, et si on prélève plus de ressources que ce que la Terre est capable de renouveler. En aval, et si on accumule plus de pollution
que ce que le système est capable d'absorber. Au milieu, et si on détruit plus que ce que la Terre est capable de réparer. Donc ça veut dire un dépassement où on a effectivement la courbe entrée-plein qui passe au-dessus de la courbe en pointillé. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ce qui se passe, c'est que la courbe en pointillé commence à décliner rapidement. Mais si l'empreinte écologique repasse en dessous rapidement, avant que l'autre ait trop décliné, alors le système peut osciller autour d'une position d'équilibre et se stabiliser. Voilà, c'est une autre possibilité de stabilisation du système. Dernière question. Et si ce n'est pas le cas? Et si on ne repasse pas en dessous rapidement? Et si on continue à faire croître comme ça l'empreinte écologique, que pendant ce temps-là, la biocapacité décroît, et puis carrément se casse la gueule? Que se passe-t-il? Alors là, ça a été démontré, redémontré, surdémontré en dynamique des systèmes, mais dans bien d'autres domaines également. Et d'ailleurs, intuitivement, même, on peut un petit peu le comprendre. C'est que quoi qu'il arrive, la courbe noire, la courbe entrée-plein, repasse sous la courbe en pointillé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas durablement prendre plus que ce que la Terre peut régénérer. On ne peut pas durablement polluer plus que ce qu'elle est capable d'absorber. On ne peut pas durablement détruire plus que ce qu'elle est capable de réparer. C'est pas possible. Donc transitoirement, temporairement, on peut avoir la courbe noire qui est au-dessus de la courbe en pointillé, mais elle finit par repasser en dessous. Alors on peut l'organiser par de la volonté politique, par peut-être de la technologie. J'y crois moyen, mais pourquoi pas. La technologie pourrait être mise au service d'un projet qui consisterait à faire décroître l'empreinte écologique. On pourrait, par des mobilisations citoyennes, des changements de mode de vie, etc. On peut l'organiser. Et si on ne le fait pas, on va le subir. C'est-à-dire, soit cette descente-là, on l'organise, on pourra peut-être la piloter, soit elle nous sera imposée dans le chaos. Donc c'est bien ça aussi, c'est certainement une des plus fortes conclusions, c'est que la courbe entrée-plein va repasser en dessous de la courbe en pointillé, quoi que nous fassions. Par contre, elle ne le fera pas de la même manière, en fonction de si on réagit ou pas. Dans tous les cas, nous sommes face à une problématique qui est systémique, dont les impacts se ressentent dans toutes les dimensions du système Terre. Alors le système Terre, c'est quoi? Il y a différentes dimensions. Hop, c'est parti, on y va. La première dimension, c'est la lithosphère, qui est la couche externe du manteau terrestre. Voilà. Hop. Et donc, de cette couche externe, on va en tirer un certain nombre de ressources minières notamment, de ressources, donc les industries extractives qui vont retirer de cette couche-là de quoi faire vivre, fonctionner les sociétés humaines actuelles. Aujourd'hui, nos sociétés humaines actuelles ont besoin, juste pour assurer leur fonctionnement nominal de base, ont besoin de flux en entrée et en sortie permanent d'un certain nombre de choses. La première de ces choses, c'est probablement le pétrole. Donc nous sommes dans une société qui ne sait pas vivre sans pétrole, mais c'est pas si simple. Il faut que ce soit du pétrole abondant, en permanence, bon marché. Alors ça, c'est pour nous, parce que si c'est pas bon marché, c'est gilets jaunes, et puis derrière, potentiellement, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais pour l'industrie, il ne faut pas qu'il soit trop bon marché non plus. S'il est trop bon marché, potentiellement, ça peut vouloir dire que ça coûte plus cher de produire un baril de pétrole que de le vendre. Donc si c'est le cas, l'industrie est plus rentable. Donc c'est un équilibre subtil, ni trop bon marché, ni trop cher. Bon, c'est compliqué. Des gens vous disent, il y aura bientôt plus de pétrole. D'autres gens vous disent, on nous emmerde avec ça. Ça fait 40 ans qu'on nous dit que bientôt il n'y aura plus de pétrole, il y en a encore, il y en aura toujours. Qui a raison? Les deux. En fait, du pétrole, oui, il y en aura toujours dans le sol. Mais on s'en fout de la réponse. C'est la mauvaise question. Pas la bonne question. La question, c'est est-ce qu'il y en aura à l'Orient? Combien? À quel prix? De manière stable? Ou un peu par-ci, un peu par-là? Qui va l'avoir? Qui va décider de qui l'aura? C'est ça la question. Est-ce qu'on laisse les lois du marché faire leur travail habituel? Et puis, si tu n'es pas rentable, tu mets la clé sous la porte et puis c'est tout. Même si tu es un producteur de denrées alimentaires ou de choses vitales. Ou est-ce qu'on intervient un moment pour protéger des activités vitales? Sachez qu'en France, on a un statut spécial de certaines activités, c'est un secteur même, qu'on appelle les SAIV, les secteurs d'activité d'importance vitale, et que ça fait longtemps tout de même, parce que c'est du bon sens, qu'on a classé le secteur de l'alimentation dans les secteurs d'activité d'importance vitale. Mais pas l'agriculture. L'agriculture n'est pas protégée en France. C'est juste, si t'es pas rentable, t'arrêtes. Et toutes les industries en amont de ça
ne sont pas protégés non plus. En ce moment, parce que le prix du gaz fait ouf, eh bien, il y a des producteurs d'engrais, parmi les plus gros producteurs d'engrais, notamment Yara en Norvège, qui arrêtent leurs usines ou une partie de leurs usines parce que c'est plus rentable. Mais derrière, on se demande bien ce qui va se passer. Donc, alors on pourrait se passer beaucoup d'engrais, mais pour ça, il faudrait changer de système système agronomique. On sait faire, on saurait faire, mais on ne l'a pas fait. Donc on n'est pas préparé face à ça. Si on regarde les grandes courbes, les grandes découvertes de pétrole, voilà ce que ça donne. Les grandes découvertes, c'était il y a plusieurs décennies, c'était il y a 50 ans environ. Ça, c'est du pétrole brut, donc c'est en tendance lourde. Ce que nous dit Patrick Pouyanné, par exemple, c'est que depuis 2014, il y a un manque d'investissement dans l'exploration, qui, donc, selon lui, expliquerait le fait qu'on en trouve moins. Et il dit juste ça. Si on n'écoute que ça, on pourrait se dire il suffirait peut-être de remettre des subsides dans l'exploration et puis on va en retrouver. Mais vous ne croyez pas qu'il l'aurait déjà fait si c'était si simple? La raison pour laquelle, justement, effectivement, il y a beaucoup moins, en tout cas, de fonds alloués à l'exploration depuis 2014, c'est parce qu'entre 2006 et 2014, les fonds alloués à l'exploration ont été records. Et que malgré ces fonds records, on n'a pas trouvé grand-chose. Il y a eu une chute libre depuis 2006 de la quantité de pétrole qu'on trouve et de la productivité des puits. Bon, alors, est-ce qu'il n'y aura vraiment pas de problème de pétrole? On verra bien. On verra bien. Aujourd'hui, on en est rendu à un taux de remplacement du pétrole conventionnel de 16%. Alors, je me suis arrêté en 2019 parce qu'après, avec la Covid, ça n'a plus de sens. Les courbes, il faudrait attendre de voir en 2022 comment ça reprendra. Mais globalement, voilà, on a descendu, on est à 16%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque baril de pétrole qu'on trouve, on en consomme 6. Voilà ce que ça veut dire. Bon. Alors, qu'est-ce que nous dit Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy? Il nous dit qu'on va avoir un déficit de pétrole de l'ordre de 10 millions de barils par jour avant 2025, sachant qu'on consomme 100 millions de barils par jour environ. Donc, c'est 10% de la consommation mondiale. Et il nous dit que pour arriver à combler ce déficit, il aurait fallu, on ne va plus dire il faudrait maintenant, on dirait il aurait fallu déployer des capacités de production supplémentaires équivalentes à 2 fois l'Arabie Saoudite. Bon, donc non. Voilà. Ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie, c'est qu'il y a une autre façon peut-être d'envisager la chose, c'est que les Américains, avec leurs huiles de roche-mère, arrivent à faire x3 dans les 3 ans qui viennent. Bon, donc ils produisent aujourd'hui un peu moins qu'il y a 2 ans. Donc ils ne sont pas du tout en capacité de faire x3. Donc oui, il est possible qu'on ait un petit problème de pétrole bon marché. Une fois de plus, il faut toujours ramener à ça, la disponibilité de pétrole bon marché. On pourrait parler du diesel, de l'AdBlue pour ceux qui connaissent, mais je ne développe pas. On pourrait parler du gaz également, très important évidemment le gaz. Bref, pour toutes ces choses-là, il y a des véritables enjeux et des véritables fragilités systémiques, notamment de la France, qui ne produit pas grand-chose. Elle produit à peu près 1,5% du pétrole qu'elle consomme, et donc la France est tributaire pour les prochaines années et décennies, et puis pour toujours en fait, de sa capacité à importer une ressource qui va devenir contrainte. À côté vous voyez, je fais vite, je pourrais passer 4 heures sur le pétrole, mais bon. À côté de ça, on va parler d'autres choses. Il y a des minerais dans la Terre, tout un tas d'éléments chimiques qu'on va aller chercher, par exemple pour nos joujoux technologiques qu'on adore. Ça, c'est un smartphone moderne. Voilà tous les éléments du tableau de Mendeleïev qu'on trouve à l'intérieur, avec des taux de recyclage qui sont rarement au-dessus de 50%, souvent en dessous de 1%. Regardons le cuivre. Le cuivre, c'est la courbe orange. On s'en fiche si vous ne voyez pas bien, elles ont toutes la même gueule. Donc, ça, c'est comment la courbe de cuivre a évolué, la production de cuivre au niveau mondial depuis le début du XXe siècle. Voilà, ça fait ça, c'est joli. Ça s'arrête en 2016, donc là, on est en 2022. On peut dire qu'on est à peu près par là, quoi. Alors, si tous les projets de transition énergétique qui ont été envisagés, qui sont déjà encore très inférieurs à ce qu'il faudrait, par tous les pays, si tous ces projets-là étaient réalisés, selon l'Agence internationale de l'énergie, il faudrait multiplier la quantité de cuivre, tout confondu, multiplier la quantité de cuivre par 3 ou 4 d'ici 2040. Donc on a moins de 20 ans pour ça, multiplier ça par 3 ou 4. On est par là-bas. Voilà. Donc je ne sais pas si on va y arriver. J'en sais rien, je ne suis pas Nostradamus. Le cuivre, il est où ? Je prends l'exemple du cuivre pour 2 raisons. Je prends l'exemple du cuivre parce que, 1, c'est un métal stratégique, c'est peut-être le plus important de la transition énergétique, et 2, parce que ce n'est pas un métal dont on manque au sens géologique du terme. Alors, ce n'est pas celui dont on a le plus, mais il y en a encore pas mal. Sauf que c'est au Chili. Il y a un quart à peu près au Chili, 10% au Pérou. Ça, pour ceux qui ne voient pas, c'est autre pays.
Bon, vous voyez, il y en a plein d'endroits différents. Mais effectivement, le Chili, première réserve mondiale de cuivre, première réserve mondiale de lithium également, qui est deux métaux clés, critiques, stratégiques pour la transition énergétique. Bref, donc, est-ce que c'est bon, il y en a au Chili, on va pouvoir avoir ce qu'on veut comme cuivre, au prix qui va bien? Ben, j'ai de mauvaises nouvelles. L'aridité perturbe la production de cuivre au Chili. Les mines de cuivre au Chili, première victime du manque d'eau. Bientôt plus d'eau au robinet de la capitale du Chili. Le monde doit se préparer, selon certains experts, à une grave et longue pénurie de cuivre. Alerte rouge à la pénurie de matériaux pour la transition énergétique. Ça, c'était au World Materials Forum, les experts mondiaux des forums. C'était à Nancy, figurez-vous, en juin dernier. Nous sommes en 2022. On a à peine commencé ce grand projet de transition énergétique et le métal clé de cette transition énergétique, déjà, il est en tension. Et en tension forte, hein, c'est pas une petite tension. Et c'est une tension structurelle, hein, c'est pas conjoncturel. Est-ce que donc nous aurons suffisamment de cuivre pour mener à bout ce grand projet? Il n'y a pas aujourd'hui de décarbonation des sociétés telle qu'on le conçoit aujourd'hui, parce qu'il y aurait peut-être, on va le voir après, d'autres manières de le concevoir, mais en tout cas tel que c'est conçu aujourd'hui, il n'y a pas de grande décarbonation sans électrification massive de nos usages, et il n'y a pas d'électrification sans cuivre, et beaucoup de cuivre, notamment pour la mobilité surtout peut-être. Voilà. La mobilité, très important bien sûr, hein, parce que si ça bouge pas, comment vient la bouffe? Historiquement, c'est nous qui courions après la bouffe, mais maintenant c'est elle qui vient à nous, c'est pratique. Mais c'est pratique tant que le pétrole bon marché est abondant. Donc comment on fait? Un véhicule électrique, c'est environ 80 kg de cuivre. C'est 20 kg de cuivre pour un véhicule thermique. Qui dit réseau électrique dit cuivre. Et on n'est pas capable de faire sans. Voilà, je coupe court aujourd'hui à tous les débats sur la question. Il y en a qui vont dire mais si on pourrait mettre de l'aluminium, non, pas pour un circuit électrique comme ça, ce qu'on fait sur la table, oui. Pour un système électrique, un réseau électrique, non. C'est pas du tout les mêmes propriétés et le cuivre est irremplaçable, insubstituable. Donc, je suis pas en train de vous dire c'est foutu. Je suis pas en train de dire faut pas faire cette transition énergétique. Je suis surtout pas en train de vous dire ça. Il faut les faire vite. Mais par contre, il faut être intelligent. D'une part, il ne faut pas se dire « ouais, c'est bon, c'est gagné ». Non, loin s'en faut. On n'ira probablement pas jusqu'au bout. Et parce qu'on n'ira probablement pas jusqu'au bout de ce grand chantier, il est temps peut-être de flécher les ressources vers là où il y a les plus grands enjeux, où il y a que ce soit en matière d'écologie, on va dire, donc là où on peut gagner en émissions de gaz à effet de serre, ou que ce soit en matière de résilience, on va voir que c'est pas la même chose, des choses qui permettent d'assurer nos fonctions, nos besoins essentiels. Donc peut-être que c'est là qu'il vaut mieux mettre la ressource en premier. Et puis surtout, il y a un truc qui est complètement con. Un truc qui est complètement con, c'est qu'on laisse encore, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, ces fameuses lois du marché agir comme elles le veulent. Et comme les lois du marché sont toutes puissantes, eh ben, même dans la transition écologique, nous sommes en compétition. Donc, les territoires, les pays, les entreprises sont en compétition pour l'accès à des ressources dont les prix vont très certainement faire n'importe quoi, mais globalement vont sans doute plutôt augmenter. Et donc, les petits vont pas survivre, les gros vont survivre, les pays riches vont pouvoir mener leur transition énergétique, pendant que les pays pauvres ne pourront peut-être pas avoir les moyens de mener leur transition énergétique. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de se mettre en compétition pour une problématique qui est planétaire. Ça n'a aucun sens de dire « ouais, nous on a fait notre petite transition, on est super », si les autres ne le font pas. Donc, si nous étions cohérents, sachant que c'est un problème planétaire, il y aurait une coordination planétaire, il y aurait des choix qui seraient faits en cohérence planétaire, et nous aurions peut-être les plus riches qui investiraient dans des matériaux devenus critiques pour ensuite mener des transitions énergétiques pas chez eux, ailleurs, là où il y a les plus grosses diminutions de gaz à effet de serre envisageables. Pour l'instant, c'est pas comme ça que ça va se faire, hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Vous le ressentez intuitivement. C'est pas parti pour se passer comme ça. C'est débile. Ça n'a pas de sens. Ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher. Donc, nous avons des enjeux. Peut-être qu'on trouvera un peu plus de cuivre par-ci, par-là. Peut-être qu'on pourra mettre quelques jetons dans la machine, que ça va durer plus longtemps. Je ne suis pas en train de vous dire que la semaine prochaine, tout s'effondre. D'accord ? Je suis juste en train de vous dire que, attention, il y a des limites partout. Et je ne suis pas en train de vous dire non plus, attention, qu'on ne retourne pas mon propos en disant finalement Arthur Keller, il est très critique vis-à-vis de la transition énergétique, il fait le jeu de l'industrie pétrolière. Non, il faut sortir de l'industrie pétrolière, voilà, point.
Il faut en sortir le plus vite possible. Mais ça ne se fera pas en claquant des doigts. Si aujourd'hui nous sortions sans le préparer dans l'industrie pétrolière, ce serait une catastrophe. Et cette catastrophe, elle n'est pas juste économique et sociale. Elle est alimentaire, elle est en termes de résilience, en termes de capacité de survie. C'est donc une problématique qui touche à l'ordre public, à la santé, et in fine, à la sécurité nationale. Et dans ce contexte-là, si véritablement ça dévisse, parce qu'on n'a pas envisagé de savoir produire notre propre bouffe sans pétrole bon marché, si on n'est pas préparé, si on n'est pas résilient, on en parle après de ça, si on ne l'est pas, c'est une catastrophe également écologique en puissance. C'est des centaines de millions de personnes qui se mettent à courir à droite à gauche pour chasser et pêcher tout ce qui se bouffe et pour couper tout ce qui se brûle. Donc la résilience, c'est aussi cet enjeu-là d'essayer d'éviter un cataclysme écologique et sociétal total, potentiellement. Oh, j'utilise des grands mots. Hein. Bref, sur les minerais, voilà, la France produit pas grand-chose. Donc pareil, hein. On va être tributaire de notre capacité à importer. Si l'on regarde également le sable, vous savez peut-être qu'aujourd'hui il commence à y avoir une pénurie de sable de construction. Et bien on peut voir qu'en Chine, en 2017 et 2018, en 2 ans, on a produit plus de ciment, donc de sable, que les États-Unis pendant tout le XXe siècle. Il y a des choses comme ça qui accélèrent très très vite. On a donc des pénuries de sable. La Burj Khalifa, qui est le plus haut bâtiment du monde à Dubaï, a été construit avec du sable australien. Bah oui, c'est pratique, c'est facile. Ils ont du fric, c'est pas cher, le pétrole bon marché, tout ça. Il y a des littoraux entiers qui sont volés par des mafias du sable. Il y a un marché noir du sable au niveau mondial aujourd'hui. Bref, est-ce que toutes ces questions sont des problèmes d'énergie ou de matières premières ? C'est les deux. C'est parce que les minerais sont de moins en moins concentrés et donc il faut de plus en plus d'énergie pour aller les chercher. Et l'énergie étant de moins en moins accessible, il faut de plus en plus de matières premières pour la produire. Et l'un multiplié par l'autre, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive, autrement dit une boucle d'auto-amplification, autrement dit un emballement du système, avec des exponentielles qui viennent se loger par-ci par-là, ce qui fait que non seulement on va atteindre des limites, mais qu'on va les atteindre beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense. Notre cerveau humain, il est un peu con, il se projette dans l'avenir de façon linéaire, par prolongation tendancielle, et ça va pas marcher. Parce que malheureusement, des choses s'accélèrent. Alors qu'est-ce qu'on fait à côté de ça ? C'est super, on va refaire les erreurs qu'on a faites sur Terre en mer, et notamment ici, là, on va aller, ça commence fort depuis 2000, et là ça s'accélère très fortement, on va aller chercher de nouvelles matières premières au fond des océans. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que ça va être des catastrophes écologiques totales. Il va se passer que ça va peut-être effectivement remettre un jeton dans la machine, donc pour un petit tour de plus, pendant quelques années, et non seulement l'aboutissement de cette logique sera exactement la même chose que si on ne l'avait pas fait, avec un petit décalage dans le temps, mais en plus on chutera de plus haut et ce sera encore pire. Ouais, et ça, c'est démontré aussi par la dynamique des systèmes et par les scénarios qui ont été évalués, scénarios où on multiplie par 2, par exemple, la quantité de ressources dont on dispose, et on se rend compte que finalement, ça se casse la gueule tout pareil, sauf qu'on gagne 5 à 10 ans. Alors 5 à 10 ans, c'est du luxe peut-être. Mais bon, la deuxième partie du monde naturel, du système Terre, c'est l'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux de la planète, que ce soit les eaux de surface ou les eaux de profondeur, les eaux de sous-sol. Et donc l'hydrosphère est dans un sale état. On a à la fois des pollutions chimiques, on a des pollutions solides, comme ici aux Philippines. Ça touche les humains, ça touche les animaux, sur Terre comme en mer. Ça nous touche, nous, à l'intérieur de nos corps, par exemple avec les micros et les nanoplastiques que nous ingérons et inhalons sans le savoir tout le temps. Selon une étude de 2019, des gens comme nous, en moyenne, chaque semaine, absorbent environ 5 grammes de nano ou microplastiques. Et les auteurs de l'étude disent que c'est l'équivalent d'une carte bancaire. Donc chacun d'entre nous, en moyenne, ingère une 50aine de cartes bancaires par an. Voilà. N'allez pas tous retirer votre argent en même temps, sinon les banques vont fermer. Nous avons des phénomènes d'acidification qu'on voit à différents égards, mais notamment sur les coraux. Les coraux, c'est 25% de la vie marine qui se reproduit ou qui vit là. Et quand les coraux auront disparu, ça va être un grave problème. Et je dis bien quand ils auront disparu, parce que les experts des coraux nous disent que si on atteint un réchauffement de 2 degrés Celsius, à ce moment-là, c'est au minimum 99% des coraux qui disparaîtront. Donc on y est presque. Nous avons des phénomènes de réchauffement, notamment, tout se réchauffe, mais l'océan n'y échappe pas. Nous avons des phénomènes d'augmentation, d'accélération de la montée des océans. On est à environ à 4,5 mm par an en moyenne mondiale. Nous avons des phénomènes de salinisation des nappes phréatiques qui ensuite, en surface, transforment une terre arable comme celle-ci. Ce monsieur était un
enfin, est ou était un agriculteur au Bangladesh, ben voilà ce que ça donne. On a des phénomènes d'assèchement. Alors ça, je ne sais pas si vous avez vu cette photo déjà. Ça, c'était en juillet 2018, une portion du Rhin. Oui. Et ça, c'est la Loire cette année. Donc, c'est pas tout le temps, c'est pas partout. N'empêche que c'est extrême. Et ces choses-là avaient été modélisées, mais pas pour 2020. Plutôt pour 2040 et même plutôt deuxième moitié de ce siècle. Il y a donc des choses qui s'accélèrent. Nous avons également enfin ce qu'on appelle des zones mortes, ou des zones hypoxiques ou anoxiques, c'est-à-dire avec peu ou pas d'oxygène, où rien ne peut vivre. Et ce n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène qui se multiplie terriblement depuis les années 1950. Voilà, il y en a un peu partout dans l'océan, dans certains océans. L'Atlantique est étonnamment assez tranquille, je trouve. Mais on a également au niveau côtier, là, les points rouges, et c'est très corrélé avec l'existence à proximité d'une industrie agricole intensive. Et donc les extrants, notamment le phosphore et l'azote. La cryosphère, troisième partie du système Terre, qui est en fait une sous-partie de l'hydrosphère. C'est de l'eau, mais c'est de l'eau solide. C'est les glaciers, c'est le pergélisol, le sol gelé dans les hautes latitudes. C'est également les banquises, ou les inland seas, c'est-à-dire Groenland et Antarctique. Et d'après le GIEC, ça c'est un rapport publié en 2019, ça fond plus vite que ce qu'on avait su anticiper. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a plein de choses qu'on maîtrise encore un petit peu mal, notamment sur la manière dont ça fond par en dessous au contact entre la glace, l'eau et la roche. Quatrième dimension du système Terre, l'atmosphère. Bon, vous savez ce que c'est, je ne vous la présente pas. Lorsque on regarde les travaux des glaciologues qui travaillent en Antarctique, alors pour information, si vous ne connaissez pas, mais la glaciologie qui permet de retracer avec les bulles qui sont prisonnières de la glace, qui permettent de retracer depuis l'Antarctique la concentration atmosphérique moyenne en CO2 de l'atmosphère, c'est une science qui est extrêmement solide. Hein, c'est pas 3 hurluberlus avec un appareil de mesure. C'est une science très solide qui est corroborée par énormément d'autres champs disciplinaires sur l'épaisseur des anneaux des arbres, etc. Il y a plein de choses. Bon, voilà, donc si on reconstitue sur 800 000 ans la concentration atmosphérique de CO2, ça donne ça. On a des hauts et des bas du CO2. La température, la courbe de la température suit à très peu de choses près la même chose, parce que l'une entraîne l'autre et l'autre entraîne l'une. Et on a donc, sur 800 000 ans, des hauts et des bas. C'est ce qu'on appelle des aires glaciaires et des périodes interglaciaires. Et ici, on en est là. Alors, on en est à plus de 420 parties par million. C'est la plus haute concentration depuis au moins 2 millions d'années, d'après le dernier rapport du GIEC. On n'est pas du tout dans un cycle. Voilà, si jamais vous aviez encore des doutes, ce n'est pas un cycle. On est au-delà de toute variabilité naturelle. Au niveau de la courbe de température, depuis le début de notre ère, ça c'est Jésus qui est là, et ça c'est vous, ça donne ça. C'est pas un cycle. La cinquième dimension du système Terre, c'est la biosphère, c'est l'ensemble du vivant terrestre. Voilà, c'est tout ce qui vit, Bambi et les autres. Et bon, là, il y a pas mal de choses qui déconnent. On a un vrai gros problème avec la biosphère. Il y a beaucoup d'études, il y en a des milliers en fait. Alors celle-ci, qui vient juste d'être mise à jour, intéressante, qui a évalué des populations de vertébrés. On a réintégré cette année, depuis 2 ans, là, d'autres populations. Donc au final, on peut faire un suivi rétrospectif, un suivi de presque 31 000, c'est où ? De presque 32 000 populations de vertébrés partout dans le monde depuis 1970. Voilà. Et qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, on observe des taux de déclin à peu près partout. Alors, il y a des cas particuliers, il y a des cas extrêmes, de déclin extrême. Et il y a des cas aussi de populations qui vont mieux qu'avant, parce qu'il y a des programmes de réintroduction qui fonctionnent, etc. Mais si on fait la moyenne de tout ça, on observe quand même un grand déclin. Et la moyenne de tous les taux de déclin observés, c'est de 69% entre 1970 et 2018. Donc, en moins d'un demi-siècle. Excusez-moi, j'ai un petit reste de toux de la semaine dernière. A priori, je ne suis pas contagieux. Mais je vais prendre une pastille. Désolé. Donc, nous avons, à côté de ça, un tiers des oiseaux des campagnes en France qui ont disparu en 15 ans. Alors, tous les oiseaux ne vont pas mal. Tous les oiseaux des campagnes. Les oiseaux, en fait, l'évolution actuelle, elle est défavorable aux espèces dites spécialisées et les espèces qui sont, je trouve plus le mot, généralistes, merci. Les espèces généralistes, du coup, prennent la place. Donc, elles se portent quelque part plutôt mieux. Mais globalement, on a une perte de diversité terrible parmi les oiseaux.
Nous avons une étude allemande publiée en 2017 qui nous dit qu'entre 1989 et 2017, plus de 75% de la biomasse d'insectes volants a disparu en Europe du Nord. Aujourd'hui, d'après certaines études, on a ça. Si on regarde la biomasse représentée par les mammifères, terrestres et marins, 62% de cette biomasse, on évalue, c'est les animaux d'élevage, 34% c'est l'homme, il reste 4% de faune sauvage. Voilà où on en est. La vie sur Terre, à l'exception donc de nos animaux d'élevage, la vie sur Terre va mal. Dernière partie du système Terre, la pédosphère. C'est pas ce que vous croyez. C'est les sols. Et les experts des sols nous disent que 75% des sols de la planète sont dégradés, 33% extrêmement dégradés par les activités humaines. C'est l'urbanisation et les autres formes d'artificialisation. C'est les activités industrielles, notamment minières. Et c'est surtout l'agriculture. Cette agriculture-là, celle qui se répand massivement, qui lutte contre la nature plutôt que de travailler avec, qui va jusqu'à déforester. Bon, jusqu'à présent, donc, je ne vous ai pas donné mon avis. C'est l'état observé du système Terre. J'ai essayé de le faire de la manière la plus rigoureuse et transparente et honnête possible. Vous êtes content d'être là? C'est pas fini. À côté de ça, il y a l'anthroposphère. La sphère des activités humaines, c'est à la fois les bâtiments, les anciens et les actuels, c'est à la fois les produits ou les objets, c'est à la fois les déchets et c'est nous. Et je vous l'ai déjà dit, l'anthroposphère, elle fait boum avec les impacts que ça a sur le système Terre. Nous sommes en situation de déficit écologique puisqu'on vit au-delà de nos moyens écologiques. C'est ce qu'on appelle également un dépassement écologique. On a dépassé, c'est-à-dire que la courbe d'empreinte écologique est passée au-dessus de la courbe de biocapacité d'après les gens du Global Footprint Network qui calculent ces indicateurs au début des années 70. Tout à l'heure, il y avait une courbe en trait-plein et une courbe en trait-pointillé, c'est les mêmes. La courbe en trait-plein, ici c'est la rouge, la courbe en trait-pointillé, tout à l'heure, là c'est la verte. Et je vous le disais tout à l'heure, je le répète, la courbe rouge va repasser sous la courbe verte. C'est une certitude, quoi que l'on fasse. Alors certaines autres études tendent à dire que en fait, le croisement, il n'était peut-être pas au début des années 1970, peut-être plutôt à la fin des années 1970. Bon, bref, ça fait plusieurs décennies qu'on impose à la planète Terre ou au système Terre plus que ce qu'il n'est capable d'encaisser durablement. Voilà. Alors est-ce qu'on commence avec tout ça, là, un peu à comprendre la situation? Oui ou non? Oui. Oui, toujours. Il ne faudrait surtout pas toucher à ça. Oui. Ouais. Ouais, voilà. C'est toujours marrant ce petit moment-là. Non. Non, on n'a rien compris. Quand on a posé tout ça, et c'est là que ça va jouer, écoutez bien, parce que la différence, elle se fait maintenant. La différence, elle se fait maintenant entre ceux qui ont bien étudié toutes ces questions et qui n'ont pas fait de systémique et les autres. Parce que tout ça, tout ce que j'ai dit avant, une fois de plus, parce que je l'ai dit au départ, j'ai dit que c'était mal posé le problème. On a compris qu'il y avait des crises graves, des enjeux importants. Oui, ça on l'a compris. Mais la nature de la problématique nous a échappé. Et là, pour l'instant, vous ne savez toujours pas. Si, certains d'entre vous le savent, vous le sentent, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est pas clairement posé. C'est pas posé comme ça, ni par les experts qui bossent dessus, ni par les ingénieurs qui planchent dessus, ni par les élus qui décident de projets. Bref, pour l'instant, on ne s'attaque pas au bon problème et donc on risque pas de trouver les bonnes solutions. Je vous explique. Prenons l'exemple du changement climatique. Est-ce que c'est un mal au sens de maladie? Moi, je vous dis non, ce n'est qu'un symptôme. C'est un symptôme du problème. Le problème, c'est ça. Je l'ai déjà dit, il n'y a rien de neuf. Notre civilisation est une machine qui convertit la nature en déchets. On prélève trop en amont, on rejette trop en aval, on détruit trop au milieu. C'est ça le problème. Ce qu'on a prélevé en amont, là, on le transforme avec de l'énergie en biens, en services, des activités économiques ou pas. Voilà, c'est ça, on est là, nous. Et puis, alors, évidemment, on reboucle, attention, on recycle, on reboucle un certain nombre de flux là qui reviennent là, hop, hop. Mais c'est tout petit. C'est un flux massivement linéaire.
Bon, alors, les déchets et les pollutions qu'on rejette, ils sont de quelle nature? 3 natures, solide, liquide, gazeux. Parmi les gaz, il y a une sous-partie qui s'appelle les gaz à effet de serre qui détraquent le climat. Voilà, c'est ça le problème. Le dérèglement climatique n'est qu'une toute petite conséquence parmi toutes les autres conséquences de ça, de ce problème-là. C'est un symptôme. Et pourquoi c'est important de faire ce distinguo entre le mal et ses symptômes? Je vous entraîne dans une métaphore qui ne fait pas plaisir, mais qui est utile. Imaginez que vous ayez des maux de crâne. Imaginez que vous ayez également des problèmes de peau et des problèmes de digestion. Alors, dommage, hein. En même temps, si vous prenez ça comme des différents problèmes à gérer, j'ai une excellente nouvelle. C'est que tous ces problèmes ont des solutions. C'est facile, ça s'appelle le paracétamol, ça s'appelle la pommade, ça s'appelle la tisane. Voilà, des petits ajustements, quotidiens peut-être, éventuellement, qui vous permettent surtout de ne rien changer à votre mode de vie. Bon, mais si ce ne... De quoi? Ça ne va pas suffire? Certes, ça ne va pas suffire. Mais bon, c'est comme ça que les choses sont traitées, dans la plupart des cas. Problème, réponse, traitement spécifique à un symptôme spécifique. C'est pas juste dans le cas dans le domaine médical, c'est le cas justement, et c'est ça le problème, dans tout le reste. Donc aujourd'hui, si on prend les choses séparément, il y a quand même des traitements qui existent pour chacun des symptômes. Mais si ce sont juste différents symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé, vous ne guérirez pas votre cancer avec de la pommade et du paracétamol. Et donc là, c'est extrêmement important de bien comprendre qu'il y a une différence absolument fondamentale entre s'attaquer à la maladie et juste additionner les différentes réponses aux différents symptômes. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est que si on comprend le cancer et les conséquences ou les implications possibles du cancer que l'on comprend l'absolue nécessité d'engager un traitement de choc. Sinon, on peut alimenter la croyance que ça va suffire avec des petits traitements. Bon, alors, le climat là-dedans, c'est un des symptômes. Et le grand projet de décarbonation de nos sociétés est absolument vital. Vital parce que ce symptôme-là est si grave qu'il va nous tuer si ça continue. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Écoutez tous les gens qui ont des choses à vous proposer, les climatologues, les énergéticiens, d'autres, sur comment on décarbone nos sociétés. Écoutez-les. Et si on y arrive, si on arrive à décarboner, le cancer sera toujours là, c'est du paracétamol. Ce grand enjeu de décarbonation des sociétés, qui est déjà peut-être au-delà de nos forces, parce que c'est rien que lui remet en question une grande partie de nos sociétés, ce n'est que un petit traitement d'appoint. Le cancer est toujours là. Et quand on traite les choses séparément, sans cohérence globale, sans systémique, on va aggraver des symptômes dans l'espoir d'en soulager un. Aujourd'hui, beaucoup de choses qui sont faites ou qui sont envisagées pour réduire notre empreinte carbone intensifient des flux extractifs avec une pression accélérée, une pression également intensifiée sur des écosystèmes, sur des espèces, sur de l'eau, beaucoup d'eau potable qui rentre propre, qui ressort sale, sur des populations humaines également. Donc, quand on travaille par exemple dans les énergies renouvelables, j'ai pas dit qu'on faisait pas quelque chose d'utile. Par contre, on ne peut pas dire je fais partie de la solution. C'est pas vrai. On fait partie d'un compromis. On fait partie d'un arbitrage, on fait partie de la solution du point de vue du climat et du problème d'autres points de vue. Alors on peut faire des arbitrages après, parce qu'il va falloir en faire de toute façon. Mais il ne faut pas se leurrer sur où est-ce qu'on est, si on est du côté du problème, de la solution, c'est plus subtil que ça. Et aujourd'hui, nous avons plein de gens qui travaillent sur tous ces problèmes. Des problèmes d'accès aux ressources dans la lithosphère. Il y a des gens qui bossent sur l'eau, l'accès à l'eau par exemple, des gens qui travaillent sur la cryosphère, ça fond, notamment tous les enjeux des 2 milliards de personnes qui dépendent pour leur survie de la fonte normale et annualisée des glaciers himalayens. Il y a des gens qui travaillent évidemment sur l'atmosphère, par exemple le problème de climat, mais aussi des problèmes de pollution atmosphérique, c'est 9 millions de morts tout de même par an selon l'OMS. Nous avons des problèmes de biosphère. Heureusement qu'il y a des gens qui luttent pour la protection des forêts, des océans, des mangroves, des tourbières, des barrières de corail, etc. Il y a des gens qui bossent sur l'accès à la bouffe, à l'agriculture, et puis des gens qui travaillent également sur tous les autres problèmes spécifiquement humains, et tout ça, c'est très bien. Bravo. Et le cancer est toujours là.
si nous arrivions à soulager tous ces symptômes, ce qui n'arrivera pas, ça ne va pas boucler, il va y avoir des petits problèmes, parce que justement il y a des incohérences, pour en traiter certains, on est obligé, plus ou moins obligé d'en accélérer d'autres. Et si nous y arrivions, même si nous y arrivions, le problème se déplacerait ailleurs, sous une autre forme, dans le système. Les implications de tout ça, c'est quoi? Pardon, je vais un peu vite. Les implications de tout ça, c'est quoi? C'est quoi l'avenir, en fait? Parce que la courbe en trait plein, ou la courbe rouge, va repasser sous la courbe en pointillé, ou la courbe verte, nous allons avoir moins d'énergie et de matières premières. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, d'accord? Je ne suis pas Madame Irma. Mais la crise en Ukraine n'est pas un déclencheur de quoi que ce soit. C'est un accélérateur de certaines choses, c'est un révélateur de certaines choses. La crise en Ukraine, en tout cas, c'est une des façons que le système va avoir de s'organiser pour diminuer, soit graduellement, soit par à-coup, ce dont on dispose comme énergie, avec différents types d'énergie, différentes crises concernant les différents types d'énergie. Pareil pour les matières premières. Je ne sais pas vous dire comment ça va se passer, mais je peux vous dire que ça va se passer. Contrairement à ce que les gens pensent, souvent, parce qu'ils se disent « Ah, mais on installe de nouvelles capacités de production, donc l'énergie, on ne va pas en manquer. » Ben si, on va en manquer, si. Dans les prochaines années, peut-être, dans les prochaines décennies, c'est sûr. Et ça, moins d'énergie, moins de matières premières, ça va être pour gérer plus de problèmes. Parce que ça va se faire sur fond de changement de régime climatique, de disruptions écologiques. Ah oui, hein, parce que le climat, c'est pas juste quelques canicules qui nous font pas plaisir à nous humains. C'est surtout un rythme de changement des températures, des modifications profondes du cycle de l'eau, et vous commencez quand même à le sentir. C'est également des écarts à la moyenne qui vont être de plus en plus extrêmes. Et ça, la faune, la flore, les arbres, les récoltes, ça n'y résistera pas. Donc des disruptions sociétales aussi majeures, avec des raréfactions, des pénuries, dans un monde où nous ne savons plus produire notre propre bouffe. Si ce qu'on produit chez nous, même ce qu'on produit chez nous, c'est avec du pétrole qui vient d'ailleurs, et plein d'autres choses qui viennent d'ailleurs. Il va y avoir des déstabilisations sociétales, des conflits, des guerres. Voilà. Voilà, ça, c'est ce qui va marquer l'humanité, avec évidemment des inégalités dans le lot. Tout le monde ne subira pas la même chose. Certains s'en sortiront mieux que d'autres. Nous, peut-être, on ne sera pas les plus à plaindre, mais ça va nous toucher. Et ça va nous toucher dur, parce qu'on n'est pas producteur ni de gaz ni de pétrole, et je peux vous dire que ça va nous toucher dur. Et on croit qu'on est un grand pays riche et un grand pays agricole, oui, mais on ne sait pas produire un poireau sans beaucoup de pétrole et de gaz bon marché. Donc la question n'est pas est-ce qu'on croit ou est-ce qu'on décroît, je parle de l'empreinte écologique, là, je ne parle pas d'économie, pas encore. Mais globalement, ce qu'il faut bien se dire, c'est que cette question-là, elle ne se pose plus. C'est comment on décroît. Est-ce qu'on comprend qu'on peut décroître et qu'il faut le faire et on peut l'organiser, ou est-ce qu'on va le subir? Voilà, c'est tout. Dans le premier cas, c'est la courbe jaune, et on redescendrait à des niveaux de consommation qui sont à peu près équivalents à ce qu'on a connu en France dans les années 1960. 1960. Est-ce que c'est si horrible que ça? Je ne parle pas de mode de vie, hein. Il n'y aura pas de régression des modes de vie. Les modes de vie, ils vont être différents, hein. Mais les niveaux de consommation seraient à peu près ceux-là. Soit c'est ça, la courbe rouge, et ça c'est une autre histoire. Ça c'est funeste. Nos vulnérabilités face à ça, elles sont multiples. J'en cite 3. La première, c'est notre dépendance au transport. Je l'ai déjà un petit peu évoqué. Tous les transports, enfin toutes les activités requièrent des transports, et tous les transports requièrent du pétrole. Bon marché, toujours pareil. Tous. Même le train. Hein. Le train en France, si les agents de la SNCF vont pas bosser, pour la plupart en voiture, si on n'entretient pas les voies, si on répare pas les motrices, etc., ça marche pas. Donc c'est de l'énergie, c'est notamment du pétrole. On est dépendant d'infrastructures, donc réseau de transport, d'eau, de gaz, d'électricité, de télécommunications, et toutes ces infrastructures, pour se maintenir, juste pour opérer dans le temps, doivent être en permanence réparées, remis à jour, etc., remis à niveau. Ça demande énormément d'énergie et de matières premières, de sable notamment. Et puis on est dépendant de ça, les technologies. On en a foutu partout, on adore ça, c'est génial. Et effectivement, la technologie, ça accélère, ça optimise, ça permet de faire des choses qu'on pourrait peut-être pas faire sans ça. Alors super. Le problème, c'est pas la technologie, le problème, c'est la dépendance à la technologie. Le problème, c'est le fait que pour des choses maintenant même vitales, on a un système technologique, et s'il tombe en rade, il n'y a pas de plan B. On ne sait plus faire sans. Et ça, c'est le vrai problème. Alors on se dit, oui, mais si ça tombe en panne, on pourra réparer. Oui, d'accord, on pourra réparer, mais pour des systèmes techniques compliqués, comme par exemple un réseau électrique, ça ne se répare pas en claquant des doigts.
Il faut faire venir des experts, des gens vraiment très spécialisés là-dessus, qui vont évidemment pouvoir venir en un claquement de doigts parce que l'économie va bien, parce que leur entreprise n'a pas mis la clé sous la porte, parce qu'ils peuvent aller d'un point A à un point B parce que tout va bien, il y a du pétrole, il y a des infrastructures qui fonctionnent, parce que leur famille a de quoi manger, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis ensuite, éventuellement, on fera venir une pièce de l'Asie ou des États-Unis parce que ça ne coûte rien de la faire venir. Ah, ça, c'est le système actuel. On verra bien. Et nous sommes précaires. Précarité alimentaire notamment, évaluée par plusieurs études, celle-là, elle a pas mal circulé, je ne sais pas si vous l'avez vu, en 2017, qui a évalué l'autonomie alimentaire des 100 plus grandes aires urbaines françaises. Et la conclusion, c'est qu'en moyenne, les gens dans les villes en France, de ce qu'ils consomment sur le plan alimentaire, il n'y a que 2,1% qui est produit localement. 97,9% vient d'ailleurs. 97% par contre de ce qui est produit localement est exporté et va être consommé ailleurs. Il n'y a presque aucun lien entre ce qui est produit à un endroit et ce qui est consommé à un endroit. Ça, c'est l'application directe d'un principe, qui est le principe de l'avantage comparatif de David Ricardo, pour ceux qui sont un peu versés en économie. Et ça, ce principe, il dit tout simplement que parce que ça, c'est forcé, parce que les territoires sont en compétition économique, il faut qu'ils soient compétitifs. Et la compétitivité implique de se spécialiser. Voilà, donc moi je suis bordelais d'origine. Bordeaux, c'est une grande région agricole, mais ça produit surtout du pinard. Donc il est peut-être très bon, mais ça nourrit pas son homme. Et donc on exporte quasiment tout le vin, et on importe quasiment toute la bouffe solide. Et c'est pareil partout, la ville française qui produit le plus de sa consommation elle-même, enfin localement, c'est Avignon avec 8%. Bref, vous voyez un petit peu toutes les vulnérabilités de notre système. Maintenant, face à ça, on nous vend des solutions. Et j'ai mis des guillemets. On nous vend des solutions, et notamment celle-ci, c'est le développement durable. L'acte de naissance du développement durable, 1987, rapport Brundtland. Alors ça veut dire quoi, durable ? Durable, pour le commun des mortels, ça veut dire qu'il peut durer. Et si c'est ce que vous pensez que ça veut dire là, dans ce contexte-là, comme vous êtes naïf. Parce que c'est pas monsieur tout le monde qui a écrit ce rapport, ce sont des économistes. Et en économie, le concept de durabilité a un sens bien particulier, qui n'est pas celui qu'on trouve dans le Larousse. C'est la quantité de capital ne diminue pas au cours du temps. On lègue aux générations futures une quantité de capital au moins équivalente à celle qu'on a aujourd'hui. Et dans cette nuance-là se glisse le verre qui est dans la pomme. Notamment parce que nos modèles économiques aujourd'hui et macroéconomiques sont néoclassiques. Et sans faire un cours d'économie, il faut savoir que jusqu'au début des années 80, fin des années 70, début des années 80, il y avait de grands débats entre économistes avec des écoles de pensée très différentes les unes des autres. Bon, ben là, les 30 glorieuses ont imposé une conception sur toutes les autres. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus du tout, mais vraiment les autres, ils survivent à la marge. Et là, l'école de pensée en économie, qui aujourd'hui est enseignée absolument partout, à quelques très rares exceptions près, dans toutes les universités, le véritable lavage de cerveau qui s'opère depuis maintenant la fin de la Seconde Guerre mondiale, et surtout depuis le début des années 80, c'est cette école néoclassique. Et donc tous les modèles qu'on utilise, que ce soit les grandes institutions internationales, FMI, Banque mondiale et autres, que ce soit les différents États, l'Europe, Bercy, tout ça, ce sont des modèles néoclassiques. Et les modèles néoclassiques, mais ils se basent sur des hypothèses. Il y a des hypothèses au départ. Alors je pourrais en balayer 6 ou 7 qui sont croustillantes, mais déjà 2. 2 qui sont particulièrement cons. Bah ouais, il faut dire les choses. Hein. Moi, vous savez, quand je vous dis ça, j'ai ma façon de le dire. Bon, vous aimez pas, mais j'ai ma façon à moi de le dire. Mais je vous dis pas ça en tant que militant de quoi que ce soit. Je vous dis ça parce que je suis con comme un ingénieur, et moi je suis formation d'ingénieur, et je fais des additions, des multiplications, des choses comme ça, et il y a des choses qui bouclent pas. Donc j'ai étudié cette question en 2013, en profondeur. J'ai publié un rapport sur la durabilité. J'ai écrit un rapport sur la durabilité. On m'a demandé, c'était à l'IRIS à l'époque, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, on m'a demandé d'avoir une conclusion équilibrée. Et je suis allé voir la directrice, je lui dis c'est pas possible. C'est possible. Il y a 2 écoles de pensée, ceux qui disent que on peut croître infiniment et les autres, grosso modo. Et il y a un des 2 camps qui est fou.
Il y a un des deux camps, il n'y a absolument rien de solide, rien, zéro, rien à sauver, c'est bête. Donc, concrètement, ça paraît fou. Quand on ne s'y connaît pas, on ne peut pas y croire. On ne peut pas se dire, non, ça ne peut pas être aussi bête quand même. Il ne peut pas y avoir des prix Nobel qui ont dit des choses aussi bêtes. Il ne peut pas y avoir l'ensemble de l'humanité, les grands gouvernants, des têtes incroyables, des esprits puissants qui se sont fait avoir par quelque chose de bête. Bah si. Ah bah si, clairement. C'est totalement fou. Mais la plupart des gens ne savent pas ces hypothèses, d'accord ? Ils n'ont pas nécessairement étudié non plus. Alors, parmi les hypothèses de la théorie néoclassique, on en a donc deux qui sont extraordinaires. La première, on la doit à ce bon français Jean-Baptiste Say, qui en 1828 avait écrit « Les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. » Ça vous plaît ? Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. Et aujourd'hui, le caractère fini des ressources naturelles n'est pas pris en compte dans les modèles économiques. Par construction, nous sommes dans un monde infini. D'accord ? Deuxième chose à savoir, on la doit à ce monsieur, un Américain, Robert Solow, qui avait quand même dit ça. Hein. Il a dit dans un cours à l'American Economic Association en 1974, « Le monde peut se passer des ressources naturelles ». Il a eu le prix Nobel, ce monsieur, d'économie, le soi-disant prix Nobel. Et il a été... Or, c'est pas seulement lui, mais c'est lui qui est allé peut-être le plus loin dans la théorisation de cette chose-là qui lui a valu le prix Nobel, l'hypothèse de substituabilité des facteurs de production. Et ça, c'est très important comme hypothèse au sein de nos systèmes économiques. C'est notamment, mais pour des raisons compliquées que j'aurais peut-être un peu de mal à vous expliquer, même si je l'ai étudié dans le temps, qui fait qu'on a besoin de croissance économique pour qu'il y ait de l'emploi. La relation logique qui relie le taux de croissance économique et le taux d'emploi, c'est à cause de l'hypothèse de substituabilité des facteurs de production. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les différents capitaux sont interchangeables. On a du capital productif, des machines, des usines, on a du capital ensuite humain, des travailleurs, et c'est interchangeable. Voilà. S'il n'y a plus de machines, on les remplace par des hommes et vice-versa. Bon, un peu con, mais pourquoi pas. Sauf que ça, ensuite, ce sont des modèles qui sont utilisés pour prendre des décisions dans le monde réel. Et dans le monde réel, il y a des ressources et ces ressources sont limitées. Et ça donne quoi, la substituabilité dans le monde réel ? Ça donne que si demain il n'y a plus d'eau potable, c'est pas grave. On va remplacer ça par autre chose qui fait pareil. Ça donne que s'il n'y a plus d'abeilles, c'est pas grave, on mettra des drones. Et ce sera durable. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Donc j'y reviens, durable, dans ce paradigme de pensée-là. Je vous rappelle, la notion, c'est qu'on ne diminue pas la quantité globale de capital au fil du temps, mais comme les différentes formes de capital sont interchangeables entre elles, substituables. Alors, prenons un exemple extrême, qui, je pense, ne se produira pas. Imaginez qu'on coupe tous les arbres de la planète. Bon, si on les laisse pourrir sur place, c'est une perte de capital, mais si on les transforme, si on en fait des outils, du mobilier, de l'immobilier, de l'énergie utilisée par une industrie, il n'y a pas de perte de capital. Il y a transfert d'une forme de capital vers une autre forme de capital, et c'est durable. Voilà ce que ça veut dire développement durable. Au début des années 90, il y a un groupe d'économistes, mais également de physiciens, un mélange de gens assez variés, des têtes, hein, pour la plupart vraiment des éminences grises, on va dire, qui ont dit « mais c'est débile, ça ne peut pas être durable ». Pour que ce soit durable, il faudrait, par exemple, qu'on ne prélève pas plus de ressources que la vitesse de renouvellement, qu'on ne mette pas plus de pollution que la vitesse d'absorption de ces pollutions, et un certain nombre d'autres choses comme ça, qui relèvent un peu de bon sens. Donc aujourd'hui, ces gens-là, ils ont commencé, ça fait juste 30 ans, ils ont commencé à mettre au point des autres modèles économiques, qui sont des modèles qu'on appelle aujourd'hui des modèles de durabilité forte. Et ce qu'on appelait durabilité jusque-là, maintenant on appelle ça durabilité faible. Voilà, ne nous croyez pas sur parole, allez sur Wikipédia et autres, et puis vous pourrez retrouver tout ça. Donc aujourd'hui, lorsque vous entendez développement durable, ça veut dire durabilité faible. Et ça veut dire une seule chose dans le monde réel. Non durable. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout ce qui vient du développement durable est à jeter, est bon pour la poubelle. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui bossent là-dedans, c'est des cons ou des salauds. C'est pas vrai. Il y a plein de choses très intéressantes. Mais le cadre conceptuel général, il est mauvais. Il est hors sol, il est contraire aux lois de la physique. Ça ne marche pas. Donc, si vous voulez, on le retrouve partout. Hein. J'ai pas mis la diapo. On le retrouve par exemple dans les objectifs du développement durable de l'ONU. Ah, ils sont super, hein. Pas de faim, pas de pauvreté, tout le monde est en bonne santé, tout ça, c'est super. Bon. Donc, ok.
Mais, je n'ai pas l'image, mais c'est pas grave, vous pourrez les vérifier. L'objectif numéro 8 sur les 17 ODD, l'objectif numéro 8, c'est travail décent et croissance économique. On se demande bien d'ailleurs ce que ça vient faire ensemble, mais passons. Donc, si l'objectif 8 est rempli, il y a tout un tas d'autres objectifs qui ne pourront pas l'être. Par définition. Ça ne boucle pas. Et l'objectif numéro 8, c'est évidemment l'objectif prioritaire sur tous les autres, hein, on est d'accord. Enfin, la partie croissance, parce que le travail décent, on s'en fout. Bon, donc, ça, c'est une grosse partie du développement durable qui ne peut pas l'être. Et à côté de ça, l'autre partie, c'est ça. Très présente également dans le développement durable, partout, l'innovation technologique. Le paradigme de pensée, qui est très idéologique, consiste à dire qu'il faut croître économiquement et qu'on va ensuite pouvoir réinvestir les surplus de croissance dans l'innovation technologique, parce que c'est l'innovation technologique qui permettra de résoudre les problèmes. Voilà. Et on est simplement sur une conception des problèmes qui sont des problèmes techniques et qui peuvent accepter une solution technique. Alors je vous le dis tout de suite, là encore, non. Ça ne marchera pas. Il n'y a pas de solution technologique ou technique au problème dans lequel on s'est mis. C'est pas vrai. Nous avons un problème systémique et rien d'autre qu'un changement systémique ne permettra de résoudre quoi que ce soit. Et notamment ce grand flux-là, les grands flux d'énergie et de matière, si on ne descend pas, on le fera ou ça nous sera imposé dans la douleur, mais si on ne descend pas les flux d'énergie, les flux de matières premières, et si on ne maximise pas les flux, entre guillemets, de régénération écologique, pas de solution à rien. Juste ce qu'il y aura, ce sont quelques aménagements qui permettront, comme je vous l'ai déjà dit, de soulager temporairement certains symptômes. Point. C'est du paracétamol. La technologie peut être éventuellement, on pourrait l'imaginer, mise au service d'un nouveau projet de société. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une solution. Et tout ça, on adore ça, la technologie. Il ne faudrait surtout pas être trop critique, parce que quand votre seul outil est un marteau, tout problème ressemble à un clou. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Maslow. Vous savez, la pyramide de Maslow, vous connaissez? Ça s'appelle le marteau de Maslow. Et on fait ça. C'est-à-dire qu'on a des outils, par exemple, la technologie, c'est notre outil favori, on adore ça, et on est plutôt assez balèze. Il faut bien le dire, on est fort. Et donc on a des problèmes, et puis on a un outil, et puis on veut appliquer l'outil au problème. Et quand ça marche, quand c'est un problème technique, c'est bon. Mais quand c'est un problème systémique, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche pas? Est-ce qu'on va développer un nouvel outil d'une nature différente? Que nenni. On ne va pas s'emmerder. On a tellement investi dans celui-là tout de même. Non, alors, on va garder l'outil et on va changer la perception qu'on a du problème pour qu'il corresponde à ce qu'on sait déjà faire. Voilà ce que l'on fait. Et donc, on se focalise sur ce qu'on sait traiter et le reste, oui. Le problème, c'est que ce qui part comme ça dans le c'est l'essentiel. L'essentiel, on ne le traite pas. Et je termine, c'est la première partie, j'ai bientôt fini. Les grands projets qu'on vous présente, qu'on nous présente, qu'on nous vend comme des solutions, au niveau de l'État, évidemment, il y a plein de gens qui pensent différemment, mais je parle au niveau des États, au niveau des entreprises, au niveau qui compte, vous voyez, les gens sérieux. Et ces gens-là, il y en a peut-être dans cette salle. Le grand projet, c'est un projet de découplage. C'est un projet de croissance verte. Alors je vous explique vite fait pourquoi la croissance verte. Croissance verte parce qu'on a effectivement l'impératif vital. On commence un petit peu à le comprendre, même si tout ce que j'ai dit là n'est pas encore compris. Hein. On commence un peu à comprendre qu'il faut diminuer l'empreinte écologique sur la planète Terre. Donc ok. Et par contre, c'est dommage, mais on ne peut pas décroître économiquement. Ah non, on ne peut pas. On ne peut pas parce que notre modèle économique, néoclassique, est conçu pour ne faire que croître. S'il n'y a pas toujours plus, s'il n'y a pas la promesse que demain est plus grand qu'aujourd'hui, tout se casse la gueule. S'il n'y a pas la promesse que demain est plus grand qu'aujourd'hui, on ne prête pas d'argent. Il faut que la personne puisse rembourser avec des intérêts de surcroît. On n'investit plus, il n'y a plus de crédit, c'est fini. Ce système n'est plus possible. Donc comme en plus tout le modèle social dépend de ce modèle économique, eh ben, c'est impossible de décroître. Donc il faut croître et il faut soulager l'écologie. Donc ça tombe bien, on a la croissance verte qui permet de faire ça. Et hop, emballer, c'est peser, circuler, il n'y a plus rien à voir. Le fait est que cette notion se base donc sur un découplage entre l'activité économique et l'impact écologique. Et est-ce que ça a même du sens de parler de découplage? Alors, certains vont vous dire la chose suivante. Ils vont vous dire, mais oui, mais le découplage,
Monsieur Keller, on y est déjà au découplage. Ça y est, on est capable. La preuve. Et on va sortir toujours les mêmes exemples. Et effectivement, il y en a. Il y a des exemples de pays qui ont réussi, alors je ne rentre pas dans les détails, mais même si on intègre les émissions importées, pour les puristes, même si on intègre l'ensemble des gaz à effet de serre, parce que souvent, la majorité des gens qui sont dans ces pensées-là se focalisent sur le CO2 et ne regardent même pas les autres gaz. Bref, mais même quand on intègre tout ça, oui, il y a une vingtaine de pays qui, depuis quelques années, ont réussi à avoir un découplage absolu entre croissance économique et émissions de gaz à effet de serre. Donc la croissance est positive, les émissions de gaz à effet de serre baissent. Et donc, triomphalisme, c'est bon, on a réussi, il ne reste plus qu'à le faire à l'échelle de la planète, puisque c'est un problème planétaire. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que les pays, à une exception près, les pays qui ont réussi ça, ce sont des pays riches, largement désindustrialisés, qui ont développé et investi à fond dans des activités économiques à forte valeur ajoutée en termes de production de produits intérieurs bruts, PIB. Et ces activités, ces pays peuvent faire ce qu'ils font parce que les activités d'industrie lourde, hyper émissive et dégueulasse sont faites ailleurs, par des pays qui jamais ne pourront décarboner. Donc on ne pourra pas généraliser à l'ensemble de la planète ce que certains pays ont pu faire. Et ça n'a aucun sens, une fois de plus, de se gargariser de triomphalisme, parce qu'on a réussi à avoir des exceptions localisées, temporaires, hein, parce qu'encore faudrait-il que ça dure pendant les décennies, pour toujours en fait, et ça c'est loin d'être gagné. Mais voilà, on se gargarise alors que c'est pas généralisable. Mais surtout, vous commencez à le comprendre, ce n'est pas qu'une question de gaz à effet de serre, c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour que cette croissance verte soit possible, le découplage devrait également toucher les pollutions. Il devrait y avoir plus d'économies, mais moins de pollution. C'est le cas? Ah non, c'est de pire en pire. Il n'y a pas de découplage, là, il y a un surcouplage. Il devrait y avoir plus d'économies et moins de dégradation environnementale. C'est le cas? Non, ça accélère dans le mauvais sens. Il devrait y avoir plus d'économies et moins d'usage de ressources. Est-ce que c'est le cas? Non, ça accélère dans le mauvais sens. On a besoin pour produire un point de PIB aujourd'hui de plus de matières premières que pour produire le même point de PIB il y a plus de 20 ans. Il y a un surcouplage. Il n'y a pas de découplage, il n'y en aura jamais. Donc, cette décroissance, ce n'est pas un choix. Moi, je vous parle aujourd'hui, encore une fois, sous ma casquette d'expert et de militant de rien du tout. Pas plus militant décroissant que militant altermondialiste ou militant écolo ou que sais-je. Rien du tout. Voilà. Et ce que je vous dis, c'est qu'il est temps de s'emparer de ce débat sur la décroissance. Et avant tout, il faut clarifier les termes. Parce que ce mot de décroissance, je ne sais pas qui l'a inventé, mais il faut le pendre. C'est évidemment pas vendeur, et c'est surtout, c'est faux. C'est-à-dire que ça donne une mauvaise idée. La plupart des gens pensent que la décroissance, c'est le contraire de la croissance. Et c'est pas le cas. Du tout. Ça n'a juste rien à voir. La décroissance, c'est juste sortir de l'obsession de croissance. La croissance, c'est la croissance du produit intérieur brut, c'est un indicateur, c'est une mesure de quelque chose. L'inverse de la croissance, c'est la récession. Voilà. À ma connaissance, il n'y a pas de militant de la récession. La décroissance, c'est un projet de société qui consiste à organiser une descente énergétique et matérielle parce qu'il n'y a pas le choix, tout en changeant en profondeur le modèle économique et social pour faire en sorte que ce ne soit pas une casse humaine terrible. Voilà ce que c'est que la décroissance. Après, on peut en parler, il y a différentes écoles, différentes propositions, mais au moins clarifions les termes du débat et arrêtons de tout caricaturer, parce que sinon on ne s'en sortira pas. La croissance, fût-elle verte, rose ou bleue, pas possible. Plus possible. On a atteint les limites. Voilà, donc au final, pour clôturer, qu'est-ce qu'on voit sur comment a évolué le PIB mondial depuis le début du 19e siècle? Ça a fait ça. Est-ce qu'on peut faire ça avec moins d'énergie? Non. Il y a une corrélation extrêmement forte entre la consommation énergétique au niveau mondial et la production de produits intérieurs bruts. Donc, plus de produits intérieurs bruts égale plus d'énergie. Est-ce que ça peut être plus d'énergie mais moins de gaz à effet de serre? Pour l'instant, non. Parce que voilà comment on produit l'énergie au niveau mondial, depuis pareil, 1800. Et aujourd'hui, en plus, ça s'accélère, c'est revenu en arrière, là, depuis la crise en Ukraine, quand on voit par exemple que la première source d'énergie en Allemagne, c'est de nouveau le charbon. Le fait est que, aujourd'hui, il y a environ 85% de l'énergie primaire produite mondialement qui est produite à partir des fossiles. Donc ça décarbone un peu, mais pas du tout assez vite. Et la seule façon, non seulement d'arriver à décarboner,
mais aussi de résoudre tous les autres problèmes en même temps, c'est formidable, c'est de diminuer les flux d'énergie et de matière et de régénérer les systèmes écologiques. C'est la seule manière. Et ça ne peut pas être compatible avec une croissance économique. Ce n'est pas possible. Après, vous vous démerdez avec ça. Voilà. Voilà. J'ai plein de propositions, mais c'est un autre meeting. Donc, concrètement, effectivement, il faut se secouer les puces maintenant. Il faut se secouer les puces, il faut sortir d'un certain nombre de dogmes. Aujourd'hui, je ne suis pas là, une fois de plus, comme militant. Je suis là pour vous expliquer. J'espère le faire bien et de manière convaincante, mais bon, on pourra en discuter après si vous voulez. Mais j'essaie de vous expliquer qu'il faut sortir d'un certain nombre de modes de pensée qui nous mènent dans le mur. Et que les solutions qui nous sont présentées ne sont pas des solutions. Dans le meilleur des cas, des soulagements temporaires de certains symptômes. Et tout ça nous emmène dans le mur. Écoutez ce qu'ont à vous raconter les autres personnes qui font comme moi, qui sont sur scène et qui vous expliquent des choses et qui vous font des propositions. Il y a des trucs dans le lot super intéressants. Ok, très bien, faites tout ce qu'ils vous auront à vous dire, mais sachez que quand vous aurez fait la totalité de ce que ces gens intelligents vous proposent, vous aurez mis de la pommade, pris du paracétamol et bu une petite tisane. Voilà où vous en serez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste qu'il ne faut pas se leurrer sur le fait que c'est une solution. Voilà. Bon. Alors, si, un dernier truc que je vous montre, et puis après on passe à la deuxième partie. Juste les COP annuelles. Il y a un texte qui encadre les COP, ça s'appelle la CCNUCC, c'est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et vous pourrez lire ça si vous facilement, c'est trouvable en ligne. Article 3, alinéa 5, il faut une croissance économique, il faut un développement durable. Alors, il y a un S à durable, hein, c'est-à-dire développement durable et croissance économique durable. Et il ne faut pas gêner le commerce international. Donc voilà, donc si vous voulez, le cadre conceptuel général, c'est comme le développement durable, c'est la même chose, c'est la même idéologie. Ça consiste à dire comment on résout un problème sans gêner le système qui l'engendre. Ça ne marchera pas. D'ailleurs, ça ne marche pas. Puisque si on regarde comment ont évolué la concentration atmosphérique en CO2 depuis les années 60, ben voilà, ça donne ça, et ça, c'est le début des COP. Oui. Donc les COP ont un potentiel de freinage, ont un potentiel pour limiter la casse. Je suis certain que s'il n'y avait pas eu les COP, on ne serait pas là, on serait plus haut, d'accord? Donc c'est mieux. Non, c'est pas mieux, c'est pas vrai. C'est moins mal. Voilà, c'est moins mal. Mais c'est tout. Ça ne résoudra rien. Je vous rappelle enfin, je vous apprends que diminuer les émissions, ce n'est pas résoudre le problème. Si on diminue les émissions, la concentration atmosphérique continue d'augmenter. Elle augmente juste moins vite. Donc diminuer les émissions, c'est ralentir l'accélération du problème. Mais ce n'est pas résoudre quoi que ce soit. C'est la concentration atmosphérique qui doit baisser. Pour ça, il faut atteindre un zéro émission net et même potentiellement plus dans les prochaines décennies. Et ce n'est pas avec les dispositifs et les logiques et les stratégies et les technologies dont on dispose que nous y arriverons. On ne pourra y arriver que si on descend notre consommation d'énergie et de matières premières. Et ça, soit ça s'organise, et la bonne nouvelle, on y vient, c'est qu'il y a des moyens de l'organiser, soit on fait rien, on continue vers l'infini et au-delà, et ça nous sera imposé par les lois de la physique, dans le chaos. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, allez, comment on réagit? J'ai une demi-heure. Comment on réagit? La 8e sphère, c'est celle des idées, parce que ça commence dans la tête déjà. Il y a pas mal de choses qu'il faut totalement déconstruire. La première idée qu'il faut déconstruire, c'est qu'il y a des solutions, et qu'ils vont nous trouver les solutions. Si vous pensez qu'ils vont trouver les solutions, dites-moi qui est « ils ». C'est quoi dans votre tête, ils? C'est les dirigeants, c'est les entreprises, c'est les créatifs, c'est les ingénieurs. Bref, ils n'existent pas. On est intelligent. Non, on n'existe pas. Voilà. Il n'y a pas une humanité qui serait l'humanité est intelligente. L'intelligence collective, c'est pas du tout quelque chose de naturel. On peut la mettre en place, mais ça s'apprend. Spontanément, on est con comme un pied quand on est en collectif. Ça s'apprend. Donc, on n'existe pas. Il faut arrêter d'imaginer ça. Il faut s'organiser. Pour s'organiser, il faut déjà visionner, visualiser plutôt. Visualiser là où on veut aller. Et pour ça, il faut se raconter des histoires. Ça ne fait pas tout, mais c'est important. Parce que nos récits influencent les perceptions qu'on a de l'avenir. Et aujourd'hui, il y a un plan A, hein, le plan dans lequel on est, le mode de la société dans laquelle on est. C'est la petite branche sur laquelle on est confortablement assise. Et puis autour, il y a des petites pousses. Là. Il n'y a pas beaucoup de grandes branches. C'est surtout un plan A sur lequel on a tout misé. Et si ce plan A se casse, que se passe-t-il?
Est-ce que les gens, au moment où ils vont réaliser qu'ils ne peuvent plus vivre comme ils pensaient vivre et que peut-être ils ne peuvent plus répondre à leurs besoins essentiels, est-ce qu'à ce moment-là, dans le chaos, la panique, ils vont se mettre à innover et à inventer des choses nouvelles? Non, non. Je le dis tout de suite. Quand on est en mode panique, on a besoin de se raccrocher à quelque chose de solide et certainement pas de prendre un risque en faisant quelque chose de neuf. Et donc, on va regarder ce qui existe. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, il n'y a qu'une seule branche qui existe, pour l'instant, qui soit en tout cas à la taille suffisante pour représenter une alternative pour une grande partie de la population. Et cette branche-là, on la connaît. Cette branche-là, de toute l'histoire, ça a été un invariant. Cette branche-là, c'est qu'au moment où il y a une rupture de continuité majeure, il y a toujours quelqu'un, au niveau national ou au niveau local, ça dépend des fois, qui dit « Donnez-moi le pouvoir, j'assurerai votre sécurité. » Avec un gros sourire. Et c'est pas un démocrate. Alors après, jusqu'où ça va dans la dérive dictatoriale, jusqu'où ça va dans la dystopie, ça, après, ça peut varier. Mais c'est pas le début de... En général, dans ces mondes-là, il y a plusieurs castes. Il y a ceux qui ont les faveurs du pouvoir, et puis il y a ceux qui sont écrasés. Alors soit, c'est pas un problème pour vous, soit vous vous dites, oui, bah, ça sera comme ça, et puis c'est tout, et puis voilà. Et puis j'espère être du bon côté de la balance, et puis, bah, ok. Vous pouvez, j'ai plus rien à vous dire, vous pouvez sortir. Soit vous vous dites que peut-être qu'il y a moyen de faire autre chose, qu'il y a moyen de faire comprendre aux gens, parce que c'est vrai, qu'on s'en sort mieux les uns avec les autres que les uns contre les autres. Et c'est vrai. En situation de pénurie, les gens qui sont les uns contre les autres, ils peuvent avoir un très léger avantage à hyper court terme. Et oui, parce que c'est les plus violents, qui vont s'accaparer vite les ressources, mais ça c'est à très 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 court terme. Après, c'est un monde qui devient invivable, et c'est un monde qui devient le contraire de résilient en fait. C'est un monde de risques et de dangers permanents. À long terme, c'est ceux qui s'entraident, qui résistent à la pénurie. Donc, si on veut que cette branche-là représente une alternative, il faut qu'elle pousse. Aujourd'hui, c'est plein de petites brindilles, mais ça ne représente pas une branche. Et pour qu'elle pousse, il faut qu'il y ait des choses qui se fassent, on va voir juste après. Il faut qu'il y ait des choses qui se racontent. Il faut que ce qui se fait se raconte, soit mis en récit, se diffuse, soit rendu inspirant, soit rendu cohérent, qu'il y ait des retours d'expérience concrets, qu'on puisse voir un petit peu, ah oui, ils ont réussi à faire ça, c'est intéressant. Et puis voilà. Et une fois qu'on a planté la graine dans toute la tête des gens, le moment où la branche va casser, on peut espérer qu'une majorité des gens, même s'ils n'y sont pas allés jusque-là, ils ne sont pas rentrés dans la transition, dans un certain nombre d'activités et de projets d'alternatives, même s'ils ne l'ont pas fait, au moins ils ont eu la petite graine, et ce n'était pas forcément trop déconnant à leurs yeux. Donc au moment où ça casse, ils vont plutôt aller de ce côté-là, plutôt que du côté nous contre eux. Voilà. C'est ça, à mon sens, que l'on peut espérer. Et c'est pour ça qu'il faut non seulement faire des choses, on va y venir juste après, mais aussi les raconter. Je dis que la guerre, j'ai pas peur du mot, des récits, des imaginaires plutôt, de l'avenir a commencé, et que c'est à chacun de nous de commencer à créer des imaginaires inspirants, vecteurs d'espoir lucide. Parce qu'il faut de l'espoir pour que les gens bougent, mais par contre, de l'espoir qui tient la route, quoi. Donc pas continuer à nourrir, à alimenter des espoirs dans une continuité de ce système qui est moribond. La 9e sphère, c'est la sphère du faire, donc. Et là, je vais introduire une nuance. Je ne veux pas que ce soit désagréable, parce que pour les gens de la LON, parce que je pense que ce qu'ils font est un travail essentiel. Pour autant, j'ai une petite nuance à apporter. Parce que, non, mais je critique pas du tout. Ce qu'ils font est essentiel. Mais il y a une nuance à apporter. La nuance sur l'adaptation. En fait, toutes les choses qui vous sont proposées aujourd'hui, il y a peut-être quelques exceptions, mais 99,9% des choses qui vous sont proposées aujourd'hui tombent soit dans le registre de l'atténuation du problème, soit dans le registre de l'adaptation de nos sociétés au problème. La résilience est une partie de l'adaptation de nos sociétés au problème. Mais la résilience va mordre sur autre chose, sur la 3e roue du carrosse, celle dont on ne parle jamais. Celle dont le GIEC ne vous parlera pas, puisqu'il y a les groupes de travail 2 et 3 qui sont sur l'atténuation et sur l'adaptation, mais on s'arrête là. En fait, tous les gens qui vous font des propositions dans ce registre-là partent du principe que ça va être possible. Ils vous disent, voilà ce qu'il faut changer dans le système. Ils n'ont pas tort dans l'absolu. Et si on n'y arrivait pas ?
Voilà ce qu'il faudrait changer idéalement dans le système. Mais si on n'y arrivait pas, si on n'arrivait pas à adapter suffisamment vite et à atténuer suffisamment vite, si on n'y arrive pas, si la croisière s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? La résilience fait aussi partie de cette dimension-là, qui est l'autre chose, un plan B, des canaux de sauvetage. On en est au stade aujourd'hui où il faut raisonnablement envisager le cas où il y aurait une sorte de naufrage. Et on aurait besoin de canaux de sauvetage. Donc c'est bien, et je n'oppose rien. C'est pour ça que je dis que c'est un travail, un bon travail à la LON, c'est pas la question. C'est et un travail d'atténuation, et un travail d'adaptation, et un travail de construction d'un plan B. Et au cœur de ce plan B, il y a différentes notions, mais c'est vrai que la notion de résilience est territoriale de surcroît, parce que c'est une bonne échelle pour agir, notamment pour renforcer le sentiment d'efficacité personnelle des gens et lutter contre l'impuissance, le sentiment d'impuissance, parce qu'on fait des choses concrètes, on voit les résultats, on travaille ensemble, et il y a quelque chose qui se crée, et on vit mieux. Tout ça, ça doit se mettre en place, ça doit se stimuler, etc. Mais je vais juste en dire quelques petites choses après. Mais globalement, oui, voilà, la résilience, c'est au cœur de ce plan B. Et on pourrait dire que la résilience, c'est la capacité à résister à un petit choc, mais si le choc est trop gros, à se déformer ensuite pour s'adapter à ce choc, voilà, pour passer en mode dégradé, puis ensuite, une fois que le gros du choc est passé, pour rebondir, et puis terminer à un niveau de résilience qui est même supérieur à ce qu'on avait au départ, puisque c'est un système apprenant. On apprend de nos échecs, de nos erreurs. Voilà, ça, c'est la théorie. Aujourd'hui, on entend parler de résilience. Oula, désolé. De résilience de plus en plus. Et la plupart des gens qui vous parlent de résilience vont adapter ou appliquer ce concept de résilience à des risques qui sont malgré tout, qui restent des risques très classiques. En fait, c'est quoi un risque pour la quasi-intégralité des experts des risques? Parce qu'ils ne sont pas systémiciens. C'est quoi? C'est l'événement. Un événement futur, limité dans l'espace et dans le temps. C'est un événement qui va venir marquer une normalité. Et donc, si ce risque devient crise, on va mettre en place un dispositif de gestion de crise dont le but sera de revenir à la normale. De maintenir le système. Ça, c'est l'approche classique par la prévention des risques, puis la gestion de crise. Et la résilience, c'est pas ça. Contrairement à ce que vous entendrez beaucoup, contrairement à ce que beaucoup pensent ou prétendent penser, ça dépend, il y a des gens qui sont de bonne, d'autres de mauvaise foi. C'est pas ça la résilience. La résilience, c'est collectif, la résilience, c'est culturel, et la résilience, c'est transformationnel, parce que ce ne sont pas juste des événements auxquels on doit se préparer, mais des processus. Des processus qui sont déjà enclenchés pour la plupart, qui vont s'accélérer sous des formes que je ne peux pas vous dire. Est-ce que ce sera graduel? Est-ce qu'il va y avoir des décrochages? Tout est possible. Mais le fait est qu'on va avoir devant nous, dans les prochaines années et décennies, si ça se trouve c'est 2040, si ça se trouve c'est 2030, si ça se trouve c'est 2023, on va avoir des ruptures de continuité majeures qui vont toucher à des choses sans lesquelles on ne sait plus vivre. Donc soit on se prépare en amont en espérant qu'on ait suffisamment de temps pour le faire bien, soit on va avoir des problèmes. Mais globalement, cette résilience, c'est notre capacité collective à spontanément s'auto-réorganiser tous ensemble, au niveau d'un territoire, en cas d'une rupture de continuité qui touche à ce qu'on a de plus vital. Vous y croyez, vous? Moi, j'y crois pas 3 secondes, pas aujourd'hui. Par contre, je peux vous dire que c'est possible. On va voir quelques façons de s'y prendre. Je peux pas tout balayer parce que là, c'est une journée entière. Faites-moi revenir pour une formation d'une journée entière pour les élus, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, effectivement, là, c'est mal barré. Mais on pourrait faire. Et il n'y a pas besoin de tant de temps que ça. En 5 ans, on construit une résilience territoriale. Enfin, un bon socle. Mais alors, par contre, c'est un projet politique majeur. C'est pas quelques projets, d'accord? C'est une dynamique massive, déterminée, globalement cohérente. Alors, je vais vous la présenter un peu. Déjà, imaginez, comme je vous l'ai déjà dit, imaginez que nous soyons à l'orée de cette sortie de l'ère du pétrole et du gaz abondant et bon marché. Imaginez qu'on soit là, à l'orée de ça. Déjà, essayez de vous projeter un petit peu sur la difficulté qu'on aurait à gérer ça sans s'être préparé. Et à présent réimaginez. Imaginez qu'on soit capable au niveau national, mais dès que ça peut être
Au niveau territorial, on le fait. De créer des capacités de production d'énergie, que ce soit de l'électricité ou que ce soit des carburants, qui soient opérables indéfiniment avec uniquement ce que l'on a sur le territoire. Pas de ressources naturelles qu'on n'a pas sur le territoire, ou alors, ça peut être du cuivre par exemple, et c'est pas grave si on n'a pas de mine de cuivre ici, on a le cuivre, on est capable de le recycler ici sur le territoire. Pour ça, il faut éviter les alliages, il faut le garder pur. Il y a tout un tas de conditions à respecter. Bon, bref. Mais surtout, voilà, on ne dépend pas de systèmes électroniques, de puces hyper sophistiquées qui sont fabriquées à l'autre bout du monde. Alors, ces systèmes de production énergétique-là, très honnêtement, aujourd'hui, il y a des grandes chances qu'ils ne seraient pas très rentables. Parce qu'ils ne seraient pas super, méga, hyper, supra performants. Voilà, ce ne serait pas le maximum de la performance. Mais ce n'est pas le maximum de la performance vers quoi on doit tendre aujourd'hui. C'est justement le juste compromis entre la performance, la fiabilité et la prise en compte de tous les critères dont je vous parle, à la fois sur l'importance écologique, les impacts écologiques, la diminution des flux d'énergie et de matière, et l'impératif, ou l'enjeu fort, dirons-nous, de résilience territoriale, résilience collective. Voilà, allez-y, planchez sur cette question. Ça devrait mobiliser nos plus jolis cerveaux. Ça aussi, ça devrait mobiliser nos meilleurs ingénieurs. Par exemple, quand je dis plus jolis cerveaux, ce n'est pas des ingénieurs, hein. Mais les ingénieurs, effectivement, ont une part à jouer quand même, il faut bien le dire. Et si nous avions des offres de mobilité urbaines, certes, mais encore plus périurbaines et encore plus rurales, peu émissives et résilientes, y compris vis-à-vis d'une rupture d'approvisionnement en carburant pétrolier. Voilà. Vous avez 4 heures, c'est votre devoir sur table. Trouvez-moi, en 4 heures, comment n'importe qui peut vivre n'importe où, y compris au fond de la campagne, une vie correcte en répondant à ses besoins essentiels, sans avoir à posséder de véhicule. Comment? Ah ouais, mais pas au nombre où on est aujourd'hui. Il faut globalement 1 hectare par cheval par an, voilà, 1 hectare par cheval. Bon, donc ce qui était possible quand on était 4 fois moins nombreux n'est peut-être plus possible aujourd'hui non plus. Donc trouvez des solutions, parce que si vous ne trouvez pas une réponse à cette question, ça va être le bordel avant 2030. Hein. Ok, d'accord. C'est pas pour tout le monde et c'est pas partout. Quand il faut faire 30 km pour aller faire ses courses, le vélo pour la mamie, non. Ou le pépé. Comment? On le laisse mourir, dit-il. Merci pour cette proposition. Je propose d'élire monsieur. Réfléchissez au low-tech. Les low-tech, c'est quelque chose qui n'est pas bien compris. Les low-tech, c'est perçu comme des no-tech. C'est conçu comme du bricolage plus. C'est conçu comme le gars qui pédale pour faire tourner le tambour dans sa machine à laver. C'est pas nécessairement ça, les low-tech. C'est un véritable enjeu de recherche et développement, d'innovation, qui consiste à essayer de faire en sorte d'avoir justement tout ça, d'avoir des systèmes qui soient avec le juste dosage technologique pour répondre aux fonctionnalités, aux besoins essentiels. Alors déjà, forcément, si on dit ça, ça veut dire qu'il faut se poser la question de quels sont nos besoins essentiels. Et ça, c'est une conversation qu'il faut avoir. Alors on a des besoins, on est tous égaux devant, c'est les besoins pour survivre, et puis après il y a les besoins pour vivre. Et qu'est-ce qui est important pour nous dans la vie? On ne sera pas tous d'accord, mais on peut certainement converger sur un certain nombre de choses. Bon, mais sur ces choses-là sur lesquelles on converge, comment on fait pour arriver durablement à les produire sur notre territoire sans avoir à dépendre de chaînes d'approvisionnement de l'autre bout du monde? C'est une question auquel on doit trouver une réponse dans les prochaines années, sinon c'est le bordel. Donc les low-tech, allez jeter un coup d'œil par exemple. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai conçu que je vous dis de la regarder, hein. Mais je l'ai co-conçu, on est deux à avoir fait cette infographie. Vous allez voir l'article Wikipédia sur les low-tech. Vous verrez non seulement cette image, mais surtout la légende qui va avec. Voilà, que je n'ai pas mise ici, sinon vous ne m'auriez plus écouté, vous auriez lu. Mais allez voir et renseignez-vous. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller plus loin en lisant la note de la Fabrique écologique sur les low-tech, qui est extrêmement intéressante et qui notamment explique bien les enjeux de l'innovation low-tech et les différencie de l'innovation frugale, qui est proche mais qui n'est pas la même chose. Contrairement à ce que certains voudraient vous faire croire, parce que ça arrange les entreprises. Non, ça on s'en fiche. Je reviens juste sur cette image pour vous dire que vous avez des filières à développer, c'est certainement déjà un peu le cas, mais à voir jusqu'où vous pouvez aller, sur des matériaux biosourcés, géosourcés. Dès que vous pouvez utiliser pour quoi que ce soit des matériaux qui proviennent de votre territoire, faites-le. Et puis il y a un enjeu de relocalisation d'un certain nombre d'activités importantes et de réindustrialisation, ou d'industrialisation tout court peut-être, d'un certain nombre de choses, de production importantes, en France, peut-être localement,
C'est un enjeu de résilience majeur, mais comme vous le comprendrez peut-être intuitivement, ce n'est pas... Enfin, ça peut être un problème sur le plan écologique. Donc c'est là qu'on voit aussi que, contrairement, encore une fois, à plein de choses que les gens pensent, j'en parlais cet après-midi déjà, je me répète, mais comme vous n'étiez pas tous là, on entend beaucoup dire que résilience, écologie, même combat. On entend beaucoup dire la résilience, c'est un truc d'écolo. Il y a beaucoup d'écolos qui pensent d'ailleurs que la résilience, c'est un truc d'écolo. Et puis, par exemple, on a des rapports, je citerai personne, on a des rapports qui nous disent que la résilience, c'est le moyen d'arriver à faire une transition écologique. Tout ça, c'est faux. Faux. Certains cas particuliers, sur des systèmes qui sont des systèmes écologiques, comme par exemple les agro-écosystèmes. Enfin, aujourd'hui, on a des agro-systèmes. Justement, tout l'enjeu, c'est d'en faire des agro-écosystèmes, qui sont des systèmes naturels. Et donc, plus c'est écologique, plus c'est résilient. Pour ces choses-là, oui. Mais pour la plupart des autres choses, c'est pas vrai. Donc, les exemples que je prends toujours, c'est la voiture. La voiture écologique, c'est une voiture légère, c'est une voiture optimisée, l'injection est optimisée, etc. Il y a un peu d'électronique tout de même. La voiture résiliente, c'est un vieux moteur à diesel qui roule à l'huile de friture. Voilà, c'est dégueulasse, mais c'est hyper résilient. C'est pas pareil, la résilience et l'écologie. Et justement, tant qu'on continuera à laisser penser que, ou à croire que c'est pareil, on passe à côté d'un enjeu majeur. Il faut le conscientiser, cet enjeu. Un enjeu majeur qui consiste à essayer de développer des systèmes qui sont et résilients et durables. Et pour ça, je vous le disais juste avant, une des boîtes à outils intéressantes, ce sont les low-tech. Allez jeter un coup d'œil. Voilà, il y a un enjeu de réaménagement des territoires. Bon, je détaille pas plus, il y a énormément de choses à faire et à dire. Il faudrait organiser un exode urbain. Voilà, c'est-à-dire il faudrait aujourd'hui que les gens partent des très grandes villes et repeuplent des villes petites et moyennes. Voilà ce qu'il faudrait faire idéalement. Voilà, ça n'arrivera probablement pas, mais bon, ça ce serait l'idéal. Mais il y a plein d'autres. Bon, c'est pas grave, passons. Parlons des choses vraies les plus importantes, parce que de toute façon, je vais être obligé de sacrifier certaines de mes diapos. Il y a une préservation importante du foncier agricole à mettre en place. C'est totalement inacceptable aujourd'hui que des investisseurs étrangers puissent prendre des milliers d'hectares en France de terres agricoles ou de forêts éventuellement, pour les artificialiser et en faire va savoir quel parc d'attractions ou quel centre commercial de plus. Je n'en sais rien. C'est inacceptable. Ou aéroport, éventuellement. Je ne sais pas d'où vous êtes sorti cette idée. Et donc, au final, il faut rentrer en résistance. C'est-à-dire le jour où il y a une personne X ou Y ou une entreprise qui dit ce territoire, ce terrain m'appartient, j'ai le contrat, donc la loi, je suis du côté de la loi, et il faut arriver à dire à cette personne, vous êtes du côté de la loi, mais vous n'êtes pas du bon côté de l'histoire, et nous, on va vous empêcher de faire ce que vous avez en tête. Point. Et on bloque. Parce qu'il n'y a pas le choix. Et même si vous n'avez pas le syndrome du militantisme, même si c'est pas votre truc, voilà, on vous demande pas de faire une ZAD comme à Notre-Dame-des-Landes, chacun son truc, mais il faut bloquer ce genre de choses. Préserver le foncier agricole, le foncier vivrier. Et puis il faut évoluer, donc là je suis toujours dans mon imaginer. Imaginez que nous ayons réussi à rendre le plus autonome possible en intrants tout notre système de production alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait parler de plein d'autres choses, mais je me focalise sur l'alimentation parce que je pense qu'on a tous compris que c'était important. Et l'alimentation aujourd'hui en France, c'est du pétrole et du gaz, je l'ai déjà dit, mais de la semence jusqu'à l'assiette. Il faut, pour pouvoir manger aujourd'hui, qu'il y ait des semences qui soient achetées 9 fois sur 10 à des multinationales semencières. Il faut qu'il y ait donc du pétrole bon marché, du gaz bon marché. Il faut qu'il y ait des engrais qu'on fabrique pas nous-mêmes. Il faut qu'il y ait des pesticides. Bon, ça serait bien de se calmer là-dessus, mais malgré tout, il faut qu'on ait un tout petit peu encore aujourd'hui, parce que arrêter comme ça ne peut pas se faire. Mais on ne sait pas les produire nous-mêmes. Les machines agricoles, on ne sait plus les réparer nous-mêmes. Il y a 30, 40 ans, tous les paysans savaient réparer leurs tracteurs. Aujourd'hui, c'est fini. C'est de l'informatique et de l'électronique qu'ils ne savent pas gérer. Donc, nécessairement, ça implique l'intervention, des fois à distance, de la maison mère et l'envoi de pièces depuis l'autre bout du monde. On est dépendant de la PAC, des subventions européennes, parce que sinon notre système s'effondre, il est totalement en faillite. On a besoin d'une main-d'œuvre spécialisée, saisonnière, étrangère à bas coût, qui vient chaque année massivement produire en France pour les Français, parce que les Français ne veulent plus, ils ne savent plus le faire. Alors tout ça, tous ces maillons-là de la chaîne, s'il y en a un qui casse, on ne sait plus produire à bouffer. Bon, imaginons
que nous ayons réussi à gérer et à maîtriser le plus possible de ces maillons-là dans un rayon géographique maîtrisable, on va dire, cohérent. Les pratiques agricoles plus vers l'agroécologie, l'agroforesterie, travailler avec la nature, recréer des écosystèmes, je l'ai déjà dit. Voilà, et on pourrait rentrer dans beaucoup d'autres choses. Arrêter le labour dès que c'est possible, arrêter la mécanisation lourde et rentrer sur de la mécanisation intermédiaire, aller sur des pratiques culturales simplifiées, également couverture du sol, patati patata, remettre des arbres, remettre des corridors écologiques, remettre de la biodiversité. S'il y a trop de, comme disait l'autre, s'il y a trop de limaces, c'est pas qu'il n'y a pas assez de pesticides ou de produits pour se débarrasser des limaces, c'est juste qu'il n'y a pas assez de canards. Voilà, c'est tout. Et des problèmes et des projets de végétalisation vivrière des zones urbaines et périurbaines, collectives, où on implique les gens là-dedans, comme ça ils apprennent des choses essentielles, des choses utiles, ils apprennent aussi à travailler ensemble, ça crée des îlots de fraîcheur, ça suffit pas pour nourrir tout le monde, mais c'est déjà une bonne sensibilisation. Imaginez qu'on ait bouclé les cycles, et notamment le cycle du phosphore, vers les champs. Aujourd'hui, on mange ce qui vient de la terre, et puis ensuite on va faire nos besoins dans de l'eau potable, et il y a une partie, mais c'est pas énorme, qui est récupérée dans des bouts d'épuration, le reste part à la baille, et le reste crée des problèmes majeurs dans les écosystèmes, dans les fluviaux et puis océaniques. Et donc, il faut que nous rebouclions les cycles. Il faut donc que nous soyons chacun équipés de toilettes à séparation d'urine, au moins pour qu'on ait les urines, parce que 65% du phosphore, c'est dans les urines, et que cette urine-là soit ensuite récupérée, traitée et revalorisée comme intrant agricole. C'est absolument indispensable de reboucler ce cycle, parce que le pic du phosphore, d'après certains experts mondialement reconnus, c'est dans les années 2030 ou au mieux 2040. Et que le phosphore... Aujourd'hui qu'on met artificiellement dans nos sols, puisqu'ils sont vidés de leur phosphore naturel. Donc on les perfuse avec des engrais NPK, voilà. Et ce phosphore-là, il a une limite. Voilà. Le pic arrive d'ici quelques décennies, 20 ans, 30 ans, peut-être un peu plus, je sais pas, peut-être un peu moins. Il faut se préparer. Imaginez qu'on ait mis en place des circuits courts locaux. Voilà, je précise locaux parce que circuit court, ça veut juste dire qu'il y a peu d'intermédiaires dans la chaîne. Donc si vous achetez directement un Sri Lankais, c'est du circuit court. Imaginez qu'on ait mis en place une économie locale, éventuellement avec des monnaies locales, qui font qu'il y a des gens qui travaillent ensemble et qui se connaissent et qui s'achètent les choses, qui sont fidèles les uns aux autres et qui font que le petit ou moyen producteur, avec derrière le distributeur, le transformateur, le restaurateur et le consommateur, ils se connaissent un petit peu et ils fonctionnent comme ça. Parce que si demain il y a une grande crise énorme, bon, on y est presque, on verra si ça va mieux ou pire, mais enfin globalement, si on n'y est pas là, on va y être bientôt, et que dans cette crise-là, les petits vont pas pouvoir durer parce qu'ils sont plus rentables, et ben si le système économique primaire dans lequel on vit se casse la gueule, il y aura toujours des systèmes secondaires, des canaux de sauvetage qui permettent de maintenir une économie productive locale. Et donc, c'est extrêmement important. Nous avons également des redondances à mettre dans le système, c'est-à-dire que quelque chose qui est extrêmement important pour la survie et le bon fonctionnement du système doit nécessairement être doublé par quelque chose qui peut assurer la même fonction. C'est pas forcément la même chose, mais qui peut assurer la même fonction. Et des stocks, oui, des stocks, mais des stocks collectifs. Ça, c'est un combat que j'ai depuis quelques temps parce que une fois de plus, bon, alors prenons un exemple. En Suède, en 2018, comme je disais cet après-midi, ils ont fait quelque chose de courageux. Les Suédois sont pas plus effondristes que nous, mais ils sont peut-être un petit peu plus matures du point de vue de la culture du risque. Et les Suédois, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont distribué dans tous les foyers suédois un fascicule qui s'appelait « En cas de crise ou de guerre ». Il a été traduit dans 22 langues, dont le français. Vous pourrez facilement le trouver en ligne si vous voulez. À l'intérieur de ce truc-là, ça dit quoi ? Ça dit que nous entrons dans une période de turbulence et il va y avoir des crises graves et peut-être même des guerres. Et il n'est pas sûr que l'État puisse assurer votre sécurité à tous. Et donc, vous devez prendre des mesures chez vous pour pouvoir vous organiser. Il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Après, pour moi, ça reste encore un petit peu trop juste... on réagit à une crise. Il n'y a pas de changement de système, si vous voulez. C'est juste chacun peut s'organiser. Le problème de ces choses-là, c'est le problème de dire aux gens, faites des stocks. C'est que tout le monde ne le fera pas. On le sait déjà que tout le monde ne le fera pas. En fait, on sait que la plupart des gens ne le feront pas. Ou alors un tout petit peu, pas suffisamment bien. Et le jour, s'il arrive, où on aura besoin de ces stocks, mais qu'est-ce qui va se passer quand un bonhomme qui n'a pas fait de stock sait que son voisin, qu'il déteste, lui, il a fait des stocks? Il y a potentiellement un problème. Voilà, donc les stocks, il doit également y en avoir qui soient collectifs, gérés collectivement, pas gérés par une entreprise qui a pour but de faire du fric.
géré collectivement par une municipalité, par un collectif citoyen, et peut-être par un mélange de tout ça. Tout ça doit se faire en tout cas en solidarité et en inclusivité. Et comme je le dis et je le répète à chaque fois, c'est pas un idéal de quelqu'un qui est de gauche ou qui est bienveillant envers son prochain et qui est un forcené des droits de l'homme, tout ça. Ça insupporte certaines personnes, hein, ce genre de choses. Hein. Je comprends pas pourquoi, mais apparemment ça en insupporte certains. Bon, donc c'est pas une question, c'est juste un expert de la résilience qui vous dit que s'il n'y a pas ça, c'est pas résilient. Point. Donc non seulement il faut agir en solidarité et en inclusivité, mais il faut le faire qui qu'on soit. Riche, pauvre, quoi, de droite, de gauche, on s'en fout. Tous les cons doivent se serrer la main. Tous les cons, parce que forcément, on est toujours le con d'un autre. Il faut apprendre à travailler avec les autres cons. Voilà. Mais globalement, globalement, ouais, il va falloir travailler ensemble. Excusez-moi, mais j'ai pas forcément scanné toute la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'est pas blanc? Pouvez-vous lever la main si c'est le cas? Je vois des mains qui se lèvent, mais elles sont blanches, les mains. Voilà. Bon, ok, il y a peut-être des petits mélanges, mais globalement, nous avons encore, comme toujours, je parle de moi, toutes les conférences que je donne, nous n'avons face à nous que des blancs. Alors des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, mais des blancs. Et c'est un problème. C'est un véritable problème. Donc si tout le monde sort d'ici après et se met à se retrousser les manches et à agir en forme de résilience territoriale, j'en serais ravi. Mais si vous faites ça que entre vous, et si vous n'allez pas essayer de travailler avec d'autres communautés, à la fois sur le plan social, sur le plan ethnique ou culturel, on s'en fout. Travailler avec des gens qui n'étaient pas là ce soir, ça marchera pas. Ça marchera pas parce que il y a des maillons faibles ou fragiles plutôt dans la chaîne sociale, des gens qui vont souffrir les premiers de la crise. Et si ces gens-là il y en a peut-être ici ce soir, mais il y en a beaucoup qui sont pas ici ce soir. Si ces gens-là ne font pas partie de la solution en amont, ça va clasher, ça va se déchirer là. Je termine en vous disant que nous avons besoin de mettre en place une gestion partagée des communs. Alors les communs, j'y retourne, c'est d'abord les questions des besoins. Quels sont nos besoins? Une fois qu'on a identifié nos besoins, on doit se dire de quoi dépend la satisfaction durable de ces besoins, et on identifie les choses qui sont des communs et que l'on doit gérer et protéger. À la fois préserver des grands changements qui arrivent, changements climatiques, etc., à la fois protéger de ce système-là et de ses dérives, et notamment des logiques de spéculation, de marchandisation, etc. Et donc il faut protéger de ce dont notre survie dépend tout simplement. Et en plus de ça et à côté, imaginez qu'on ait réussi à garantir à tous l'accès à l'essentiel pour survivre. Et ça, c'est possible. Je vais vous dire, parce que c'est un petit peu subtil. L'idée, à la base, elle est simple. C'est chacun a droit, pour un prix défiant toute concurrence, largement en dessous du coût de production, a droit d'accéder à les premiers litres d'eau, kilowattheures d'électricité, mètres cubes de gaz, les transports en commun, un certain nombre d'autres choses. Voilà, accès à l'information et autres. Ça, c'est tout le monde. La base est assurée pour un prix dont on est sûr que, un prix régulé, on est sûr que tout le monde pourra se le payer. Au-dessus, on paye. Et puis si on consomme, après le tarif augmente rapidement. Si on consomme beaucoup, on paye cher. Et si on décide d'arroser son golf en plein milieu d'une canicule, là on y va. Voilà. Et donc, au final, ça peut ne rien coûter à la collectivité. Ça peut s'équilibrer. Si on a ça, si on a à la fois des pratiques de production agricole qui anticipent sur le changement climatique et qui font qu'on est capable de produire localement, si en même temps on a les communs qui sont identifiés et préservés ensemble, et si enfin l'accès à l'essentiel est garanti pour tous, je ne dis pas que la problématique de la fin du mois ou du pouvoir d'achat ou de l'emploi disparaît, mais on commence à pouvoir discuter. On récupère des marges de manœuvre et on commence à pouvoir envisager des grands changements. Et c'est précisément pour ça que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas au niveau d'un État. On ne peut pas demander à un chef d'État ou un gouvernement de lancer son pays tout entier dans une expérimentation comme celle-ci.
Ce serait irresponsable. Jamais ça n'arrivera. Et pourtant, c'est ça qu'il nous faut, j'en suis persuadé. Et donc, on l'expérimente au niveau territorial. C'est fait pour ça. On expérimente avec quelques dizaines, quelques centaines de personnes qui sont volontaires. Et évidemment, au cas où ça marcherait pas, on a un filet de sécurité pour ces gens et on teste. Et c'est comme ça qu'on va changer le monde, et pas autrement. On va changer le monde en validant par morceaux, par-ci, par-là, des éléments d'un nouveau système qui demain pourront faire puzzle. Demain, quand il y aura besoin, puzzle, je m'en fiche. Qui demain, quand il y en aura besoin, pourront effectivement s'agréger en un plan B sociétal. Au moment où il n'y aura plus le choix. Ça passe également par des chantiers coopératifs. Des chantiers, il faut mettre les gens au travail. Quand je dis au travail, ça peut être ludique. Il faut trouver plein de choses différentes. Il faut des chantiers coopératifs qui consistent à créer de la cohésion sociale, qui consistent, et donc passer les barrières entre collectivités, communautés, qui consistent à régénérer l'écologie, qui consistent à créer de la résilience collective. Tout ça, c'est plein de chantiers différents. Et surtout, il faut arrêter de faire de l'entre-soi, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est toujours les mêmes qui sont intéressés par ce type de projet. Et ils font envie qu'aux mêmes. Et donc, il faut varier. Il faut varier les projets, il faut varier la manière d'en parler, il faut varier les gens qui représentent et qui incarnent ces projets. Et il faut multiplier les storytelling, il faut multiplier la manière dont on incite les gens à rejoindre au projet, les carottes qu'on agite pour qu'ils aient envie de venir, pour qu'il y ait plein de gens très différents qui viennent et qui, parce qu'ils seront là, parce qu'ils participeront avec des gens qui ne connaissaient pas, à qui ils n'auraient jamais parlé autrement. Et d'un seul coup, ils vont changer leur vision du monde. Et c'est par l'action qu'on change la vision du monde, pas l'inverse. Bien, voilà, j'ai fini. Tout ça pour vous dire en tout cas qu'il est temps de construire des alternatives inspirantes, messieurs, dames. Chacun de nous a un rôle à jouer là-dedans. Allez jeter un coup d'œil déjà du côté des villes en transition. C'est loin d'être parfait, c'est loin d'être complet, c'est un peu naïf peut-être vis-à-vis des risques parce qu'il y en aura de violence et d'insécurité, mais il y a une super boîte à outils pour commencer à construire un monde post-pétrole. Donc allez jeter un coup d'œil, regardez ce qui se fait ailleurs dans le monde. Tout ça doit se faire en reliance, les uns avec les autres. Et c'est un écosystème qu'il faut construire, un écosystème avec des penseurs, des faiseurs, des inspirateurs, des organisateurs et des facilitateurs. Les penseurs sont des gens qui étudient, qui conceptualisent, qui proposent. J'en fais partie. Les faiseurs sont des gens qui mettent au point, montrent l'exemple, transmettent leur savoir et leur savoir-faire. Les inspirateurs sont des gens qui racontent, qui diffusent, qui rendent inspirants. J'essaye d'en faire partie. Les organisateurs sont des gens qui structurent, animent, coordonnent un projet, un mouvement, une dynamique, un réseau. Et les facilitateurs sont des gens qui font ou pas partie des projets. Ils peuvent être extérieurs au projet. Ce sont des gens qui ont des ressources. Ça peut être du fric, ils peuvent financer, ou pas, ils peuvent patronner, en capacité, faire du mécénat de compétences, donner l'accès à un lieu, à un local, à du matériel, ouvrir la porte vers un réseau, etc. Des facilitateurs. Les élus ont un rôle de facilitateur majeur à jouer. Je vous ai dit où j'étais. Moi, je suis là et je suis là. À chacun de vous de savoir où vous êtes. Quel acteur du changement êtes-vous? Quel acteur du changement pouvez-vous être? Quel acteur du changement voulez-vous être? Commencez, ça ne coûte pas un copec, par organiser des conversations autour de vous, dans tous vos différents réseaux, professionnels, le voisinage, amical éventuellement, familial, je déconseille. Ne vous fritez pas avec vos proches, c'est con. Tant pis, pour l'instant, on verra plus tard. Chacun à sa vitesse. Organisez des conversations et vous posez les questions de l'avenir. C'est quoi les dangers, c'est quoi les risques, c'est quoi les peurs? Et puis c'est quoi les opportunités, c'est quoi les richesses, c'est quoi les atouts dont on dispose, c'est quoi les espoirs. Et comment on les construit. Voilà, si vous posez cette question-là, que peut-on faire pour vivifier notre collectivité et la nature, et pour tendre vers l'autosuffisance territoriale pour tout ce qui est vital? Si vous posez cette question et que vous trouvez des réponses concrètes, vous allez créer des espoirs lucides. Ça commence par là. Nous sommes une croisée des chemins, mesdames et messieurs, et c'est le déclic ou le déclin. Je vous remercie.
Merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui remue un petit peu les méninges. Il va nous rester une bonne demi-heure. Ce que je vais vous demander, c'est de vraiment passer en mode question. On a encore Arthur avec nous pendant une demi-heure. On n'est pas... Moi, je dis on rentre en résistance, on reste ici jusqu'à 2h du matin. Tant pis, on s'en fout. Non, il faut être parti à 23h. Dernier carat. 22h45 pour être précis. Donc je vais m'occuper. Il faut à 22h45 on arrête. Il faut qu'à 23h ce soit vide. Exactement. Voilà. C'est bon, on a un premier accord. Donc l'idée, c'est que là, on n'est pas là pour raconter notre vie à Arthur. On est là pour le questionner, le challenger, être de préférence concis et concise dans ses questions, pour qu'un maximum de personnes puissent poser des questions. On peut réagir pendant 4 heures, pendant 4 jours, pendant 4 semaines, pendant 4 ans à ce qui vient d'être dit, mais on le fera entre nous et on organisera des moments. Là, on utilise le moment d'Arthur s'il y a des choses qu'on n'a pas comprises ou si on veut l'emmener un peu plus loin sur des sujets qu'il n'aurait pas assez creusés. Et comptez sur moi pour bien cadrer le temps de parole de chacun. Bonjour, donc moi je m'appelle Brigitte Fallot, je suis élue, je suis administratrice de structures publiques, privées et associatives, et je suis aussi entrepreneur. Moi je m'estime très militante sur tout ce que vous avez décrit. Alors vous avez une vision systémique que voilà, on fait les pièces du puzzle, donc c'est très clair. Oui, la question elle est très simple. Dans toute votre présentation, vous vous présentez comme un expert de la résilience et jamais comme un militant. Donc je suppose que c'est travaillé, que c'est choisi. Pourquoi vous ne vous présentez pas comme un militant exactement ? Quelles sont les complications que vous avez eues avec peut-être ce positionnement ? Déjà, je ne me présente pas comme un militant parce qu'il n'y a pas besoin. C'est pas nécessaire pour convaincre. Au contraire, moi, mon expérience personnelle, effectivement, c'est que ma posture me permet d'avoir accès à certaines personnes qui ne m'écouteraient pas si j'étais un militant, tout simplement. Voilà. Donc, je dis pas que je ne suis pas du tout, mais j'essaye véritablement dans ce que je vous dis aujourd'hui, que ce soit sur la première partie où vraiment j'ai pas donné mon avis, simplement à travers mon prisme d'analyse des choses qui existent, qui sont faites par des vrais experts des différents domaines que j'ai cités. Mais même dans la deuxième partie, évidemment, dans la deuxième partie, il y a des choses personnelles, des idées personnelles, un peu de créativité. Et pour autant, ça reste quand même là, le plus proche possible d'une expertise, parce que c'est nourri par une expertise de ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas du point de vue de la résilience collective. Donc voilà, j'ai vraiment cette... on est à quasi 100% de la première partie qui est un travail d'expert, et sur la deuxième partie, la posture d'expert, elle est à 90% aussi, tu vois, 85 peut-être. Allez. Mais le reste, c'est pas vraiment du militantisme. Et je vois bien une chose, c'est que, en fait, j'ai eu une expérience personnelle il y a quelques années, mais je ne vais pas raconter tout le détail parce que c'est pas important. Disons que dans un cadre public où j'interpellais un élu, justement. J'interpellais une élue. Enfin, je raconte mal. Alors, je reprends. Il y avait une élue qui racontait quelque chose. Genre, on s'en fout, quoi. Et il y a quelqu'un dans le public qui a interpellé, pas moi, quelqu'un d'autre, qui a interpellé. C'était un militant, un militant écolo. Il a posé une question qui était tout à fait pertinente. Mais l'élu n'était pas écolo. Elle l'a balayé d'un revers de manche. Alors, et moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais c'est honteux. C'est honteux sur une question, même si je rentre pas dans les détails, une question aussi importante de balayer comme ça. Donc j'ai eu un réflexe de demander le micro, et donc on m'a apporté le micro. Mais en l'occurrence, il n'y en avait pas qu'un, il y en avait 2 ou 3 des micros, c'était un grand truc. Et entre le moment où j'ai eu le micro et le moment où ça a été à moi de parler, il s'est passé 10 minutes. Et puis j'ai cogité pendant ces 10 minutes, et ma réaction première, elle s'est un peu estompée, et je me suis dit, je vais pas poser la question comme ça du tout. Et j'ai dit oui, bonjour, et j'ai posé une question qui avait rien à voir. J'ai dit, je voudrais que vous me rappeliez un truc en lien avec l'éducation, vos propositions pour l'éducation, là, ça m'intéresse. Là, je vous remercie. Puis j'ai fait comme ça, voilà, je vous remercie. Et puis, attendez, juste une autre idée comme ça. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vous a posé une question sur une autre question écologique. Alors moi, c'est pas trop mon truc à la base. Hein.
Je suis pas dans ce registre-là, mais quand même, j'ai été un peu étonné par votre réponse et je voulais savoir si vous pouviez un peu préciser pourquoi vous avez répondu comme ça m'a étonné. Et elle s'est retrouvée coincée, elle a été obligée de me répondre et comme elle était vraiment coincée, en fait, eh ben, les gens ont applaudi. Moi, hein, je m'y attendais pas. Les gens se sont tournés vers moi, ont fait bravo mec, tu l'as piégé, voilà. Et la salle entière. Alors c'est pas parce que j'ai eu quelques hurrahs que j'étais content, mais ce jour-là c'était un déclic dans ma tête. Je me suis dit en fait, pour avancer sur un schmilblick qui est teinté de militantisme, il faut se présenter surtout comme un non militant de ce truc-là. Voilà. Sinon on se fait balayer. Bonjour, je suis écologiste. Oh, ça va quoi. C'est fini. Quand on approche avec une casquette, c'est fini. Voilà. Donc, et j'ai pas besoin une fois de plus d'être militant pour faire avancer le schmilblick, au contraire. Il en faut des militants. Dictateur Bonjour. en puissance. Merci, c'était brillant, bon, comme d'habitude. Dans les travaux de Meadows, il y a une variable de la population. Dans les travaux de Meadows ? Ouais. Ah, oui. Il y a une variable qui est la population. Si je ne m'abuse, ma question sera outrancière, volontairement. Qui a décrété qu'il était normal de dépenser autant de ressources pour maintenir nos anciens en vie et pour qu'on ait autant de gens sur la planète ? C'est honteux. Non, alors bon, pour maintenir nos anciens en vie, le coûte que coûte, tout ça, je sais pas répondre en fait à cette question véritablement, mais après je vais répondre à la question sur le plan démographique. Sur la question démographique, qui est évidemment une question importante, que je développe pas comme ça spontanément, mais souvent on me donne l'occasion de la développer un petit peu après, parce que c'est subtil. Voilà, c'est subtil. Donc certaines personnes vous diront, il y a trop de gens sur Terre. D'autres personnes vous diront, mais non, c'est les riches le problème. Le problème, c'est le niveau de vie. Et c'est ça qui détruit la planète. Et en fait, il y a un peu de vrai dans les deux, mais selon moi, c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. C'est juste que la question est mal posée. Déjà, première chose, c'est est-ce qu'on est trop nombreux sur la planète ? Ben, ça dépend. On vit pas tout seul. Hein. Il y a d'autres formes de vie. Donc, combien d'humains, mais pour combien d'autres on veut partager avec qui et combien, quoi. Donc la réponse, il n'y a pas de réponse. Ça veut rien dire. Ça dépend. La seule réponse, c'est ça dépend. Et est-ce qu'il y a un véritable problème donc lié seulement au niveau de vie, ou est-ce que c'est lié au nombre ? Ben, ça dépend. Si on regarde les émissions de gaz à effet de serre, alors il y a une corrélation très forte entre les émissions de gaz à effet de serre et le niveau de vie. Oui, c'est vrai. Les plus pauvres polluent presque rien, et les très riches polluent atrocement. Donc je vous encourage tous ici, si vous voulez diminuer vos émissions de gaz à effet de serre, de devenir SDF. Voilà, c'est la meilleur choix que vous pouvez faire, c'est celui-là. Et à côté de ça, par contre, il n'y a quand même pas que ça. Vous avez compris, il y a d'autres dimensions. Sur la biodiversité, c'est quoi qui joue sur la biodiversité ? Il y a avant tout la destruction des habitats. La destruction des habitats est massivement liée, pas à 100%, mais il y a une forte corrélation avec le nombre. Voilà. C'est le nombre de gens, ça s'étend, ça va rogner, etc. Après, la deuxième cause, c'est l'exploitation directe. C'est la chasse, la surpêche, etc. C'est aussi, alors c'est lié à un système, mais c'est quand même lié à une corrélation aussi avec le nombre de gens. Et après, il y a la pollution. C'est aussi lié subtilement au nombre de gens. Je vais finir là-dessus d'ailleurs pour vous expliquer pourquoi c'est subtil. Il y a le dérèglement climatique. Bon, là pour le coup, donc c'est pas lié forcément au nombre de gens. Et puis il y a les espèces invasives. C'est indirectement lié, mais assez peu corrélé au nombre de gens. Sur la partie des pollutions, mais la partie des pollutions, ça dépend. Donc si on regarde les pays riches, ils consomment, ils produisent beaucoup de pollution. Ils en envoient une certaine quantité dans d'autres pays, bien évidemment. Mais globalement, ils ont de relativement bonnes infrastructures qui, même si c'est loin d'être parfait, arrivent quand même à gérer le plus gros de la pollution. À l'autre bout du spectre, il y a les pays pauvres. Eux, ils consomment pas beaucoup, ils polluent pas beaucoup. Mais au milieu, c'est là qu'est le plus gros problème. C'est les pays intermédiaires, où ils sont à la fois nombreux et où il y a une classe moyenne qui commence à augmenter. Ils polluent énormément et ils n'ont pas encore toutes les bonnes infrastructures pour gérer cette pollution. Donc vous voyez, le lien qu'il y a entre le nombre et derrière l'empreinte écologique, ça dépend de ce qu'on regarde, mais il y en a un. Voilà, mais on ne peut pas juste schématiser en disant on est trop nombreux sur Terre. C'est pas vrai. Localement, c'est vrai. Il y a plein d'endroits où localement, on est trop nombreux. Toute grande ville, on est trop nombreux. C'est de la surpopulation localisée.
Voilà, parce qu'on dépend massivement d'intrants et d'extrants aussi. Voilà, et le jour où ça marche plus, c'est un gros problème. À ce moment-là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà, certains deltas vivriers aujourd'hui au niveau mondial sont en surpopulation. Ils vivent tant que la biocapacité du delta vivrier est bonne. Voilà. Sauf qu'avec la salinisation qui augmente, la biodiversité, la biocapacité, la bioproductivité va chuter, et donc la capacité de charge, et donc ils seront trop nombreux, etc. Voilà. Donc oui, il y a des problèmes de surpopulation, mais on ne peut pas juste schématiser en disant on est trop nombreux sur Terre. Bravo. Donc, Pierre Avril, je suis un fabricant d'alternatives de désherbage mécanique et paysan bio. Paysan bio, oui. Oui, je voulais vous poser quelques questions. Donc, vous avez un discours qui va vers le retour vers le futur. On a bien compris que ce fameux pétrole nous amenait un grand confort de vie. Et si je me souviens, une conférence de Jean Covici me disait qu'un litre de pétrole équivaut à 15 jours de travail d'un terrassier. Hein, à peu près. Ouais, c'est même un peu plus, non? Peut-être un je peu sais plus. plus. Bon. Mais quand on se met en perspective, ce 1 litre de pétrole et 15 jours de travail, c'est énorme. C'est énorme. Et on en profite tous les jours, on en gaspille tous les jours. Hein. Par contre, vous avez parlé tout à l'heure de l'agriculture notamment, comment on va manger plus tard. Moi, je dirais aussi avec qui et comment, parce que peu de pétrole, on n'a plus qu'actuellement que 380 000 agriculteurs en France. Vous n'avez pas parlé notamment aussi des loisirs, l'énergie qui est consommée par les loisirs, l'impact des loisirs, ce qui est énorme. Hein, on ne parle pas de la Coupe du Monde. Vous mettez le tourisme parmi les loisirs ou pas? Dans le tourisme, il y a du loisir aussi. Hein, tout ça va ensemble. Donc voilà, tout ça, c'est lié à une consommation très très importante de pétrole. Et comment on arrive à se nourrir? Comment on transfère une partie de la population qui va être obligée de travailler? Au champ, vous voulez dire? Il n'y aura pas le choix. Prenez une moissonneuse, ça remplace presque 2000 personnes de travail. C'est énorme. Hein. Donc, il y a plein de paramètres de ce style. Comment vous pensez la chose? Ouais. Alors, merci de l'avoir posé. De toute façon, oui. Cette fin de l'ère du pétrole abondant, bon marché, c'est la fin de l'ère où il peut y avoir 1% de la population au champ qui nourrit le reste, quoi, ou 1,5%. Voilà. Et vous avez raison de pointer du doigt le fait que nous sommes dans une dynamique qui est largement contraire à ce vers quoi il faudrait aller, puisque les paysans, enfin ce qu'il en reste, on va dire les agriculteurs, les chefs d'exploitation sont en train de partir massivement dans les 3, 5, 10 prochaines années. Ce n'est pas remplacé par les quelques néo-ruraux qui veulent venir à la campagne. Alors peut-être que ça va s'accélérer, qu'il y a des courbes qui vont s'accélérer, que quelque part il y a un renouvellement qui va se faire. Enfin pour ça, il faudrait également que les chambres d'agriculture, la SAFER et compagnie jouent un peu le jeu. Il faudrait faciliter l'accès à la terre aux nouveaux arrivants, ce qui n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans toujours plus, toujours plus. Ce toujours plus là, il se traduit de la manière suivante, de toujours plus grandes surfaces pour toujours moins d'exploitants. Et effectivement, il faut des grosses machines agricoles extrêmement sophistiquées, extrêmement gourmandes en énergie pour permettre à une personne, toute seule ou à deux, d'exploiter des milliers d'hectares, quoi. Fastoche. Ah, ça, c'est fastoche. Mais malheureusement, c'est bientôt fini. Donc, il y a un moment où on va se retrouver, hélas, j'ai envie de dire, parce que ça va pas se faire dans la joie et l'allégresse, obligé de renvoyer pas mal de main-d'œuvre vers les champs. Et ça va pas se faire dans la joie et l'allégresse parce que les gens ne veulent pas. C'est même pas simplement qu'ils ne savent pas. Ils ne veulent pas. Bon, donc, dictature? Je suis pas sûr. Alors, il y a plein de manières d'organiser ou d'envisager la chose. Et moi, je ne suis ni chef d'État, ni Nostradamus, donc je ne sais pas en fait, je ne peux pas décider de ce qui va se passer et je ne peux pas voir ce qui va se passer. Mais je fais partie des gens qui ont réfléchi à comment on pourrait redistribuer le travail. Et mon idée personnelle, ce serait d'instaurer, ma foi, il y a déjà eu des choses similaires, l'équivalent, alors autrefois on a eu un service militaire obligatoire, ben là ce serait un service, je ne vais pas dire civil, mais un service sociétal, un service au service de l'intérêt général, pour tous, toute la vie.
pour tous, toute la vie, on donnerait par exemple 1 jour par semaine à la collectivité. Et pendant 1 jour, on est au champ ou ailleurs. Hein, ça peut être le maintien des infrastructures, ça peut être la régénération écologique, ça peut être autre chose, des choses utiles, ça peut être la cohésion sociale. Tous, alors je dis 1 jour par semaine, si ça se trouve, ça ne sera pas assez, si ça se trouve, il faudra 2, hein. Mais, ou 1 jour et demi. Ça demande évidemment beaucoup de formation, parce qu'il faut former les gens. Mais globalement, ça permettrait à chacun d'avoir un équilibre, et c'est bien ça qui nous manque aujourd'hui, parce que c'est une question encore bien plus générale que celle que vous posez, je crois. La véritable question, selon moi, c'est comment on réimagine une dialectique entre l'intérêt individuel des gens, pas forcément l'individualisme, mais l'intérêt individuel, on a tous un intérêt individuel, et l'intérêt collectif, et l'intérêt général, pérenne, de surcroît. Est-ce que l'on peut attendre, un peu à la mode communisme, que chacun soit au service du collectif à 100%? Moi, j'y crois pas. Voilà. Moi, je dis, j'ai rien contre l'idéal communiste, mais dans les faits, il y a très peu eu d'expérience d'idéal communiste. Il y a eu des choses qui se sont toujours muées dans des trucs absolument invivables, tout simplement, je pense, parce qu'à la base, les gens ne sont pas communistes dans leur corps. Voilà. Il faut aussi qu'ils aient une place pour vivre pour eux-mêmes. Donc l'important et le grand enjeu, ce sera certainement de renégocier quelle est la part que chacun donne à son propre intérêt, et évidemment l'intérêt des siens, etc., et la part qu'on donne au collectif. Voilà, ben pourquoi pas 1 jour ou 1 jour et demi par semaine, chacun. Et ça, une fois de plus, oui, d'accord, les loisirs. Et ça, une fois de plus, comme ce que j'ai dit avant, faut pas imaginer que Macron va nous le mettre en place, hein. Ok ? Et même moi, si je suis élu demain, bon, encore faudrait-il que je me présente, mais moi, même, je vois pas comment je pourrais le faire en tant que président, d'accord ? Donc ça fait partie de ces choses qu'il faut expérimenter au niveau territorial. Voilà. Et juste pour finir de répondre sur les loisirs, c'est compliqué parce que il y a loisirs et loisirs. Hein. Tout le monde a besoin de loisirs, tout le monde. Et en même temps, il y a des loisirs qui sont vraiment une tarte. Hein. Et les loisirs, si vous voulez, on pourrait s'en passer, quoi. Hein. Donc ça dépend. Et après, c'est subjectif. Faut discuter. Voilà, c'est une conversation, c'est un débat. Ce que je sais, en tout cas, c'est que pour la plupart d'entre nous, retraités exclus, et après, j'ai un truc à vous dire, retraités. Pour la plupart d'entre nous, il y a un nombre fini d'heures par jour. Et la plupart d'entre nous, il y a du temps de sommeil. Il y a du temps pour les choses qu'on doit faire, hein, faire sa toilette, manger. Il y a des temps pour les obligations, les contraintes, les corvées. Et puis, il y a un temps qui est soit pour faire des études, soit pour aller bosser. Et là, déjà, il reste plus beaucoup d'heures par semaine. Et il nous reste quoi ? Allez, dans le meilleur des cas, 2 heures par jour pour la détente. C'est sur ce temps-là qu'il faut arriver à faire des choses utiles. Et donc, il faut rogner sur ce temps de loisir, ce temps de détente, pas l'éliminer, mais passer de 2 heures à 1 heure peut-être. Voilà. C'est ça aussi que je voulais dire, qu'il y a cette marge de manœuvre. Maintenant, revenons aux retraités. Je ne veux choquer ni vexer personne. Je vais simplement vous donner mon avis. Si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. D'accord ? C'est possible, on peut rester amis. Mais c'est absolument insupportable d'entendre des retraités dire « On compte sur vous, les jeunes !» Insupportable. Voilà, parce que oui, c'est aux jeunes, c'est eux qui machin, qui oui, d'accord, oui, très bien. Alors oui, ils ont une certaine fougue, oui, ils peuvent faire des choses, oui, ceci, oui, cela, bien sûr qu'ils le fassent et c'est super, il y en a déjà qui le font, super. Voilà. Mais ils ont ni le temps, ni les moyens, ni le pouvoir. Vous avez du temps, vous avez plus de moyens qu'eux. On a besoin des retraités. On a besoin de votre expérience aussi, de votre recul, du fait que vous n'êtes peut-être... Alors vous pigez peut-être plutôt au monde dans lequel on vit, mais c'est pas grave. Vous avez aussi du recul sur des choses qui marchent ou qui marchent pas. Vous êtes plus aussi naïfs que les petits jeunes. Donc on a vraiment besoin des vieux. Voilà. Pardon ? Désolé, répétez. Vous avez vécu en 1960, vous avez déjà une petite idée de ce que ça peut représenter. Voilà, effectivement. Et certains d'entre vous savent faire des choses que les jeunes ne savent pas ou plus faire. Bricoler, réparer, cultiver. Voilà, il y en a encore qui savent faire. On a vraiment besoin de vous. Voilà, merci.
On continue les questions avec le micro. Je vous préviens tout de suite, je vais monter. Donc pour ceux d'en bas, c'est foutu. Bien fait. Bonjour, merci. Oui. Donc Nathalie, ex-maraîchère, pour parler de bouffe encore, parler de nourriture encore. Tu parles de collectivisation des stocks de nourriture. Mais moi, je pense qu'il faudrait que chaque individu se réapproprie ce qu'il mange sur une année. Pas vouloir que des sols au niveau poisson, pas vouloir que du beurre au niveau laitier, pas vouloir que chacun se réapproprie sa propre nourriture annuelle. Et oui, comment gérer ça? Comment réapprendre aux gens à manger la nourriture qui se perd en premier? Parce qu'avant de collectiviser tout ça, faut que les gens se réapproprient leur propre nourriture. Alors, merci pour cette question, et vous avez raison, mais c'est pas facile. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire par une forme d'éducation, de communication, d'éducation, de sensibilisation. On peut faire des choses, mais après, à un moment, je veux dire, il y a que ceux qui s'y intéressent déjà qui vont écouter. Les autres, ça va leur passer au-dessus de la tête. À partir du moment où on commence une phrase, quel que soit le sujet, en disant, il faut que chacun fasse ci ou fasse ça, c'est un problème parce qu'on a besoin de solutions collectives. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas passer de chacun à massification des changements de comportement. Et c'est ça le problème. Alors, chacun peut, chacun doit, chacun devrait, il faut réapprendre à manger, il faut réapprendre à consommer de manière générale. Oui, mais c'est bien facile de le dire. Donc, on peut faire de la sensibilisation, il faut surtout montrer la voie. Et j'ai envie de vous dire, malheureusement, ça c'est mon point de vue, on ne peut pas être d'accord, on ne peut vraiment pas du tout être aligné là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur comment on change le monde. Ils essaient de trouver des solutions et jusqu'à présent, ils n'y arrivent pas. Alors, ils arrivent à changer des choses, attention, quand même. Et des fois, c'est bien. Mais on ne change pas le monde. On est quand même encore massivement dans un certain système, une machine d'annihilation du vivant qui convertit la nature en déchets. On reste là-dedans. On reste dans ce grand système qui est extractiviste, productiviste, consumériste / capitaliste en mode accumulation / croissanciste, et puis en bout de chaîne, pollutionniste. Voilà. On est dans ce système-là et on n'en change pas. Le reste, c'est des petits aménagements. Bon. Donc, là où je ne vais pas vous faire plaisir peut-être, c'est que à la réponse, comment fait-on pour que les gens changent de comportement dans quoi que ce soit, ma réponse à moi, c'est on ne peut pas. Ce n'est pas possible. On peut communiquer, influencer pour qu'il y en ait certains qui changent. Et essayer de faire tout ce qu'on peut pour faire connaître, rendre inspirant, multiplier la manière d'en parler et des collaborations, des échanges avec des gens qui sont, une fois de plus, je le disais, dans d'autres communautés que la nôtre, pour essayer de faire en sorte que ça grossisse et que cette marge, elle prenne un petit peu de volume. Mais ça restera une marge. Ça restera une marge parce qu'on lutte contre un système qui est un rouleau compresseur. On lutte contre un système de publicité qui est, pour l'instant, on ne sait pas lutter contre, on ne sait pas l'arrêter. Les intérêts, les rapports de force sont trop en faveur de ce système. Il faut rentrer en résistance contre. Il faut rentrer en résistance contre. Mais est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Et donc voilà, comment on fait? Alors moi, ma seule réponse à ça, c'est faire des choses, les rendre inspirantes, les raconter, les faire savoir, faire grossir le truc, non pas pour que tout le monde bascule, non pas pour que la société entière se mette à changer d'un seul coup, parce que j'y crois pas, mais pour qu'au moment où ça va basculer, soit d'un coup, soit plus graduellement, mais au moment où ça va basculer, quand je dis au moment, c'est pas un mardi soir à 19h30, c'est dans les temps de bascule, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui vont basculer du bon côté que du mauvais, voilà, à ce moment-là. Voilà, c'est la seule chose que je pense, mais je peux me tromper. Il y a une demoiselle après, devant. Non, il n'y a plus devant. Oh là là. C'est tout derrière, sinon c'est la révolution. C'est foutu. Bonsoir, je m'appelle Olivier. Alors il faut faire attention à comment on se présente, parce que sinon on donne de mauvaises impressions. Donc je ne suis pas militant, je suis... Oui. À l'origine, je suis docteur en écologie, et puis je suis devenu maraîcher en agroécologie. Alors j'ai beaucoup aimé votre présentation. Moi je trouve qu'elle fait du bien
même si c'est beaucoup de choses négatives, eh ben moi ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui ont une vision lucide des choses et de se sentir un petit peu moins seul. Alors ma question c'est, j'ai 2 remarques à faire qui font que j'ai adoré votre présentation, mais il y a 2 choses qui manquent moi dans votre présentation. Oh, plus que 2. Alors bon, en tout cas il y a l'aspect, vous avez parlé de beaucoup de choses, mais pas de la finance mondiale. De l'aspect financier. Et du coup, comme solution, je trouvais que ça aurait pu être pas mal de parler de l'outil des monnaies locales, par exemple. Pourquoi pas ? Voilà une chose. Je l'ai évoqué. Ah, j'ai pas entendu. Et puis, l'autre chose, du coup, c'était... moi, je trouve qu'il y a un truc qui fait que ça tient pas debout, votre truc. Mais en fait, il suffirait de rajouter un mot à un moment dans les solutions. Vous n'avez pas parlé d'éducation. Ou alors, j'ai pas entendu encore. Et là, je trouve que c'est le truc qui est à la base, quoi. Il faut changer d'éducation justement pour remplacer cet esprit de compétition par plus de coopération, de vivre ensemble avec d'autres techniques, d'autres logiques que celles où on sait partout et on ne peut plus avoir de vision systémique. Merci. Oui, j'ai très très vite fait évoquer comme ça les monnaies locales. Un outil extrêmement important, extrêmement intéressant pour justement consolider ces économies locales. La finance, bon, alors effectivement, la finance c'est une de nos grandes vulnérabilités parce qu'ici nous dépendons tous du système de finance. Qui dans cette salle n'a pas de compte en banque ? Nous participons tous au système financier, plus ou moins. On peut choisir sa banque pour que ce soit la moins pire, mais bon, voilà. Donc globalement, ce système financier, il est court-termiste, il se fout de l'intérêt général, il a que 2 modes de fonctionnement qui sont l'euphorie et la panique, et on dépend entièrement de ce truc-là, bizarre, cette pieuvre, pour tout. C'est une des raisons pour lesquelles je dis 2 choses. La première, je l'ai déjà dite, c'est que le système ne changera pas suffisamment vite. C'est une des raisons pour lesquelles on va peut-être échouer à aller suffisamment vite à la fois dans l'atténuation et dans l'adaptation. C'est parce qu'il y a trop de verrouillage, parce qu'il y a des rapports de force qui sont inamovibles, sauf à rentrer en révolution. Et ça, c'est la deuxième chose. Donc la première chose, c'est quand même la finir. Mais vous l'avez déjà compris, je l'ai déjà dit 2 fois, alors je le répète une 3e fois pour faire de l'éducation, de la pédagogie. Mais globalement, c'est parce que peut-être on ne changera pas le système qu'il faut en créer un autre. Qu'il faut créer le canot de sauvetage. Au niveau territorial, ça se joue la résilience à l'échelle territoriale. En deçà, c'est trop petit, on ne peut pas vraiment être résilient parce qu'on ne peut pas gérer les grands problèmes, on ne peut pas gérer les grands afflux. Voilà, quelqu'un qui a des personnes, ils sont une vingtaine, ils ont créé un hameau, ils sont presque autonomes, super. Mais qu'est-ce que vous ferez quand 300 personnes vont arriver ? Donc c'est pas possible. On gère les afflux, on gère les grands enjeux, on gère la violence et les problèmes d'insécurité quand on est à l'échelle territoriale. C'est entre quelques milliers, quelques dizaines de milliers de personnes idéalement. Voilà, au-dessus, ça commence à redevenir un challenge parce que c'est trop grand. On se remet à dépendre, on redevient hétéronome. On dépend de chaînes d'approvisionnement qui viennent de très loin. Bon, donc la juste échelle, c'est l'échelle territoriale. Puis, des territoires mis en réseau. C'est un réseau de territoires résilients, solidaires, complémentaires, parce qu'on ne peut pas tout faire partout, on ne peut pas tout produire partout. Voilà, nécessairement, il faut dépendre les uns les autres. Et ce réseau-là, c'est un filet de sécurité pour la société quand elle va se casser la gueule. Voilà comment je dis. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a 2 types de personnes dans ce monde. Il y a ceux qui ont le pouvoir et les autres. Le pouvoir, il est politique ou financier. D'accord, mais ceux qui ont un vrai pouvoir d'influence, un vrai pouvoir de décision, un vrai pouvoir, etc. Bon. Et nous, alors peut-être qu'ici il y a des gens très 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 riches. Si c'est le cas, venez me voir après, j'ai des idées d'investissement. Mais si c'est pas le cas, comme j'imagine, eh bien notre changement à nous dépend de nous, dépend de personne d'autre. Attention, si nous avions des politiques qui agissent en facilitateurs et qui lancent des grandes dynamiques d'impulsion, de foisonnement, d'initiative, de transition territoriale, etc., ce serait super. On a besoin des élus pour être des facilitateurs. On a besoin des élus pour être des gens qui lancent les mouvements, pour financer quelque chose s'ils peuvent, mais ça ne demande pas forcément du fric, ça demande de la volonté, de la cohérence. Voilà. Et donc, soit on a des élus qu'on a et on essaie de les faire évoluer vers ça, on leur met la pression gentiment ou méchamment, soit nous-mêmes on se lance en politique, l'un n'empêche pas l'autre. Donc voilà. Donc il y a évidemment les politiques, notamment les politiques locaux, ont un rôle à jouer.
Maintenant, une fois que j'ai dit ça, effectivement, on touche au commun des mortels. Et le commun des mortels, eh bien, il faut qu'il organise son propre changement. Voilà. Et souvent, on vous dit ce que vous pouvez faire, ou plus faire, ou moins. Faut moins consommer de viande. C'est vrai. Faut moins prendre l'avion. C'est vrai. Faut covoiturer, faire plutôt des transports doux, pas prendre la voiture pour faire 500 mètres. Tout ça, vrai. OK. Mais on vous dit pas ce que vous pouvez faire de plus important. En tant que citoyen, pas en tant que consommateur, en tant que citoyen. Collectivement. C'est là que ça va se jouer. Donc ça, c'est nos changements à nous. Puis après, il y a le changement de eux, là. Les grands dirigeants, les puissants, les gens de la finance. Est-ce qu'on croit franchement que leur changement viendra d'eux? Et donc, je suis désolé, c'est injuste, mais leur changement à eux vient aussi de nous. C'est à nous de les inviter cordialement à changer ou de les y contraindre en se mobilisant collectivement. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Le monde de la finance, il faut rentrer en résistance contre lui de manière organisée. Voilà. Et enfin, sur l'éducation, non, oui, je n'en ai pas parlé, effectivement, je crois pas du moins. Mais oui, c'est extrêmement important. Ça fait partie des clés, des grandes clés. Mais ça, c'est lent. Donc c'est un des multiples chantiers qu'il faut mettre en place, mais en sachant que ça met une génération à porter ses fruits, quoi. Voilà. D'ailleurs, une dernière chose avant de rendre la parole. Quelle heure? Ouais, non, je dis rien. Allez, encore une. C'était pas super important. Il reste encore 5 minutes pour avoir une dernière question. Il reste 4 minutes exactement, et 5. je compte sur vous deux. Ça tombe bien, j'ai 4 questions, une par minute. Non, je vais aller super vite. 1, comment un territoire il fait pour se doter d'une vision? C'est le point de départ que tu as nommé tout à l'heure. 2, est-ce qu'il y a des expériences intéressantes sur lesquelles on peut s'appuyer? 3, quand tu as parlé du communisme, du fait que le corps... Il y a vraiment 4 questions, oui. Que c'était pas dans le corps. Et la plus importante peut-être de toutes, c'est est-ce que Halloween pourrait être le relais de toutes les personnes qui sont là et qui veulent passer leur email pour qu'on se retrouve ici, en tout cas les personnes qui ont envie de faire et de constituer quelque chose, un réseau. Ça avait été soufflé par tous les gens qui sont derrière, et donc je pense qu'il y a des gens que ça intéresse. Et donc là, c'est à voir comment Halloween peut être relais de ça. La dernière question, c'est facile. On a tous vos adresses mail. On a un trobing qui va te faire, quand tout le monde va se connaître, on va voir nos photos. Donc ça, on revient vers vous. Et pour le reste, Arthur, en 3 minutes, avant qu'on s'en aille. Oui. J'ai déjà oublié les questions en plus. Donc ça va être gai. Comment un territoire peut se doter d'une vision? Ça peut être du haut ou du bas. Ça peut être des élus extrêmement éclairés qui ont une vision claire, etc., et qui fassent ce qu'il faut pour la partager, la mettre en forme. Mais ensuite, il faut occuper le terrain de la communication pour pas laisser les autres l'occuper à notre place. Mais globalement, il faut effectivement communiquer en permanence et puis organiser des choses concrètes. Parce que de toute façon, une vision ne suffira pas. Elle est indispensable, mais ce n'est pas ça qui fait passer les gens à l'action. Ce n'est pas moi, aujourd'hui, qui vous donne une conférence qui va faire que vous allez passer à l'action. J'espère un peu quand même. C'est surtout parce que vous allez trouver des chantiers à faire aux gens et que vous allez mettre les gens à l'action. En fait, il n'y a pas mieux pour que les gens passent à l'action que de les faire passer à l'action. Il n'y a pas mieux. On n'a rien trouvé de mieux. Donc c'est parce que vous allez trouver des opportunités, créer des cadres, des contextes, créer des opportunités peut-être de passer à l'action que les gens viendront, qui ne l'auront peut-être jamais fait sinon. Et c'est ça qui fait avancer. Beaucoup plus qu'une vision de territoire, même si c'est en fait indissociable. Voilà. Donc, si la vision de territoire, elle n'est pas fixée par le haut, par des élus, elle peut très bien être fixée par le bas, être proposée par un collectif citoyen ou autre. Maintenant, pour réagir, puisqu'on va réagir à la dernière chose que tu as dite, je zappe le reste, hein, tu m'excuseras. Pourquoi pas, l'Halloween? Voilà. Et surtout vous. C'est-à-dire que maintenant qu'on s'est dit tout ce qu'on s'est dit, après tout ce qu'on a vécu ensemble, il faut y aller, là. Faut y aller. Donc, l'habitabilité de la planète Terre se joue dans les 20 à 30 prochaines années. Vous n'avez pas, la possibilité de résoudre tous ces problèmes. Donc, forcément, parce qu'on ne peut pas résoudre tout, forcément, on va se prendre des crises graves. Mais il y a une grosse différence entre une crise grave qui arrive sur une population qui n'est pas préparée. Et si elle n'est pas préparée, si elle ne peut pas répondre à ses besoins, c'est des gens partout qui vont aller chasser et pêcher tout ce qui se bouffe et couper tout ce qui se brûle. Et c'est potentiellement une catastrophe écologique majeure, en plus de la catastrophe humaine.
Une grosse différence entre ça et une population qui a déjà appris à répondre à ses besoins de façon durable. Et c'est possible. C'est possible. Et si vous le faites, vous ne changerez pas, vous ne résoudrez pas tous les grands problèmes du monde, mais au moins, il y a pas mal d'endroits, parce que vous, ce que vous faites là, ça pourra inspirer d'autres personnes et d'autres collectifs ailleurs, si vous le racontez de façon inspirante et que ça se diffuse. Là, vous avez quand même la possibilité de changer la vie de beaucoup de gens sur votre territoire, sur d'autres territoires, et pas que des gens, pas que des humains, peut-être aussi pas mal d'autres espèces. Il faut en tout cas aujourd'hui aussi venir agir en solidarité avec le reste du vivant, en solidarité avec la nature. On arrête maintenant d'enfoncer la tête sous l'eau d'une nature qui crie à l'aide. C'est fini, ça. Il faut agir en solidarité. Là encore, comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes naturellement orienté vers l'autre, je disais tout à l'heure, ça je l'ai dit ou... Oh, je ne sais plus ce que j'ai dit ici, ce que j'ai dit avant, je suis désolé. Je disais, si vous êtes naturellement orienté vers l'autre, la bienveillance, tant mieux, agissez en solidarité, sinon faites-le par calcul. C'est pareil pour la nature. Si vous êtes naturellement enclin vers la nature, écologiste, naturaliste, c'est très bien, chérissez la nature. Si ce n'est pas le cas, faites-le par calcul. Voilà. Vous avez besoin de la nature pour survivre. Donc tout ça, il faut le faire. Maintenant, on se pose plus la question. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Il y a des enjeux très forts, des changements très puissants, des résistances énormes. Faites déjà avec les gens qui sont prêts à se retrousser les manches. Allez-y. Il y a toujours des raisons de ne pas le faire. Toujours. Ne cherchez pas un cas où c'est bon, tous les feux sont au vert. Ça n'existe pas. Si c'est un vrai projet de changement, forcément, vous allez déranger. Et forcément, il y a des antagonismes. Et forcément, c'est pas facile. Expérimenter, c'est une clé majeure. Faites passer la dragée en disant, on ne fait qu'une expérimentation pendant 6 mois, 1 an. Si ça marche pas, on arrêtera. Faites-le, testez des choses. Et arrêtez de vous trouver des excuses. On y va. Tous sur le pont.